Salut à tous, c'est Sully Perfected, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 37e numéro du Monceau Catch, le dernier de l'année bien évidemment. Noël arrive, là on y est, mais avant cela, il y a un dernier petit cadeau, si je puis dire, avec une tradition, ça fait plusieurs années maintenant que je fais ça, mais c'est toujours un plaisir. C'est la fameuse carte prédictive du Mania à venir, à savoir Mania 41 à Las Vegas. Quels sont les matchs qui pourraient arriver, pourquoi, et toujours en restant dans une certaine cohérence par rapport aux storylines en cours. Donc j'essaye de ne pas être trop fantaisiste. On peut essayer parfois voilà, de faire un peu deux trois coups de folie, mais il faut que ça reste quand même, je dirais, justifiable. Voilà. En tout cas, moi je le fais, j'essaie de le faire quand même un peu sérieusement, et pas faire du grand n'importe quoi. Donc ça sera le gros morceau de cette vidéo. Et puis, on va passer au sommaire parce que sinon, à ce moment-là, je commence à faire les choses dans le désordre. On va tout de suite passer donc au sommaire de cette vidéo. Le voici donc. Voilà, comme je le disais, donc je vais faire cette carte prédictive de WrestleMania 41 à Las Vegas. Et je terminerai donc, comme le veut la tradition aussi, dans mes morceaux catch, par le top 5 des matchs du mois écoulé, le dernier top 5 de l'année. Ce qui fait que au final, il y aura quand même plus de 80 matchs qui auront été, je dirais, évalués sur ma chaîne et qui seront donc considérés comme 80 à peu près 80-85 des meilleurs matchs de l'année. Il y en a d'autres évidemment, ça ne veut pas forcément dire que ce sont les 80-85 meilleurs matchs de l'année, mais c'est en tout cas parmi ceux qui m'ont à chaque fois qui m'ont le plus interpellé, me plus fait vibrer. Et ces 5 là ne font pas exception à la règle. C'est peut-être pas forcément le meilleur top 5 que j'ai fait, mais voilà, ça dépend des périodes après. Et parfois il peut y avoir une grosse densité en termes de qualité, et puis parfois c'est un petit peu plus creux. Mais là c'était plutôt sympa, ce que j'ai pu voir, mais c'est pas le meilleur, on va dire, c'est pas la meilleure cuvée de l'année, ça c'est sûr. Voilà, donc on va passer donc d'abord au gros morceau de cette vidéo, à savoir donc la carte prédictive de Mania 41. Voilà, déjà un premier poster pour justement poser la grande question. Quelle carte? Quelle carte? C'est pas facile, J'ai passé du temps. J'ai même passé la nuit dernière jusqu'à 5h du matin comme un taré à terminer ça parce que j'avais des doutes. Il y a des choses que j'ai enlevées, des choses que j'ai remises. J'ai tenté aussi d'être logique. J'ai revu 2-3 images, j'ai lu 2-3 articles. Enfin, pour essayer de me remémorer les choses et puis pour essayer aussi d'avoir des explications, des choses, des éléments de contexte qui pourraient justifier les choses. Bref, il y a ça demandait un peu de temps et je ne tourne malheureusement cette vidéo qu'au-delà de minuit là, dans la nuit de dimanche à lundi. Donc cette vidéo va sortir dans la foulée, mais donc du coup dans la nuit de dimanche à lundi. Donc en espérant qu'à votre réveil, si vous êtes en vacances, vous pourrez l'écouter au plus grand nombre, ça me ferait plaisir en tout cas, avant Noël, voilà. En tout cas, une carte qui peut être vraiment sympathique. Il y a évidemment encore beaucoup de star power en perspective, des surprises, il faut quand même l'espérer. De toute façon, c'est toujours pareil, mes cartes prédictives, ce ne sont jamais les bonnes, évidemment. Il y a toujours en général quand même un ou deux, allez, entre 1 et 3 matchs qui sont corrects quand même, faut pas exagérer. Mais quand même, il y a beaucoup évidemment de choses qui diffèrent, parce que c'est quand même pas facile de prédire une carte avec autant d'avance. On peut avoir des idées évidemment, mais en général, il y a quand même toujours des choses qui sortent de nulle part. Et puis des feuds qu'on n'a même pas encore vu venir parce qu'elles sont même pas commencées, donc c'est quand même compliqué. Mais voilà, ça reste quand même un jeu, pas trop se prendre la tête non plus. Voilà, donc j'en ai fait 14 matchs. Je suis sur un format classique, 14 matchs, 7 ennui 1, 7 ennui 2. Le but, ce n'est pas de distribuer les nuits. Ça n'a aucun intérêt de se dire, celui-là, il va être en telle nuit, l'autre dans l'autre. On ne peut pas le savoir. Hormis, je dirais, les deux matchs que je considère comme étant les mini-events.
un pour la nuit 1 et un pour la nuit 2. Bon, là, à ce moment-là, je le dirais. Mais sinon, il n'y a pas d'ordre particulier par rapport aux nuits. La moitié des matchs, donc 7, seront des matchs de championnat. Et donc 7 autres ne le seront pas. Il a fallu aussi trancher. Donc, ça veut dire qu'il y a des ceintures qui ne sont pas concernées dans cette carte. Hein. En plus, c'est de plus en plus compliqué d'intégrer toutes les ceintures, puisqu'en plus on a 2 titres féminins là qui sont en train de, il y en a un qui a été distribué, et puis il y en a un autre qui va arriver. Donc c'est vraiment compliqué, hein. Et puis donc faut faire des choix. Et je considère que ceux que je ne verrai pas, enfin que je n'ai pas mis dans ma carte, hein, des titres, ces titres-là, on pourrait tout à fait les voir dans notamment les 2 Go Home Show, puisqu'on les a maintenant on les appelle, on a tendance à les appeler WrestleMania Raw, mais WrestleMania SmackDown. Donc voilà, c'est un peu comme des kick-off, hein, en quelque sorte. C'est une sorte de remplacement du kick-off de Mania. Donc c'est là qu'on peut voir éventuellement des matchs en jeu avec ces titres-là en jeu. Ces titres que je n'ai donc pas que je n'évoquerai donc pas sur cette carte. Donc je vais d'abord évoquer les 7 matchs où il n'y a pas de titre. Et je terminerai par les 7 matchs où il y en a. Donc vraiment là où il y a le plus d'enjeux finalement. Voilà, donc on va commencer d'abord par un premier match, hein, pour se chauffer un petit peu, à savoir le Judgment Day. Je dirais pratiquement au complet, hein, à part Raquel. Il a fallu aussi que j'en enlève une. Dominique, Liv Morgan, JD McDonough, Carlito et Finn Balor, toujours là, pour affronter le Wyatt Six au complet. Voilà. Je vous l'avais dit récemment, sans trop en dire. J'avais dit que Liv Morgan, voilà, je la voyais perdre son titre. Hein, ça va arriver. Hein, voilà, de toute façon, ça va arriver sur Netflix, ça s'est terminé. On peut le dire, contre Rhea. Et il faut préparer la suite. Hein. Et pour moi, voilà, j'avais dit que j'avais des plans pour elle. Donc, pour moi, ces plans, c'était ça. Voilà, parce que je trouverais ça quand même bizarre de passer à côté de cette feud quand on a 2 clans mixtes qui sont tous les 2 en plus à Raw, sauf si une draft des changements par rapport au transfer window qui s'empêche de le faire, mais bon, maintenant pour l'instant c'est pas le cas. Et on a 2 clans mixtes, on a une femme des 2 de chaque côté. Alors vous me direz, oui, il y a Raquel aussi. Bah oui, là je l'ai pas mis sur ce visuel. Je n'ai pas de justification, hein, j'avoue, j'ai un peu réfléchi, mais j'ai pas trouvé de vraie explication. Ça peut être une explication, je dirais. On l'a blessé, là, le Wyatt Six, notamment Sister Abigail l'a blessé. Elle peut avoir été attaquée un peu façon Scarlett, hein, entre guillemets. C'est pas le même gabarit que Scarlett, c'est sûr. Mais il peut s'être passé quelque chose qui pourrait justifier, on va dire, son absence, à moins qu'elle soit finalement là et puis qu'elle soit juste aux abords du ring. Ça c'est du détail, j'ai pas envie de trop passer de temps là-dessus, ce n'est pas bien grave. En tout cas, moi, j'ai envie quand même de faire cette chute parce que à un moment donné, ils ont perdu contre le Final Testament, mais on se doute bien que le Wyatt Six va pas en rester là, ils vont prendre leur revanche et puis ils vont, je pense, finir quand même par remporter cette chute, hein, parce que ce serait quand même un comble qu'ils ne remportent pas cette chute contre le Final Testament, hein, quand même. Surtout après tout le foin qu'ils ont fait autour du Wyatt Six, hein, quand même. Hein, ça a quand même duré très 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 longtemps, hein, le build, hein, et le teasing, hein, autour de ce clan. Hein. Ça a été très long d'ailleurs, trop long même. Bon, voilà. Après, je trouve que le soufflet retombe un peu. Bon, c'est encore un autre sujet. Mais bon, en tout cas, ça fait quand même réagir le public, hein, quand ils sont là. Après tout, c'est le plus important. À un moment donné, oui, il faut gravir les échelons. Et après le Final Testament, à un moment donné, voilà, ils ont fait Alpha Academy, ils ont fait Final Testament. Bon, maintenant, Alpha Academy, c'est American Made, hein, plus exactement. Mais bon, maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut encore grimper d'un niveau. Et un clan mixte, voilà, à Raw, oui, il faut passer par le Judgment Day à un moment donné, quoi. Ça tombe bien, puisque donc Morgan, oui, elle va perdre son titre, ça c'est quasi sûr. Finn Balor, il vient de perdre son titre tag, JD McDonough aussi, donc. Ils n'ont plus de ceinture, donc là le clan il a plus rien. Et donc il faut le mettre sur autre chose. Sans titre autour, et cette feud est parfaite pour ça. Ça racontera des choses.
Beau Dallas, bon, comme il l'avait dit avec Gable, bon, ils s'en prennent un peu, ce clan s'en prend un peu à des gens qui se sont mal comportés, qui ont trahi. Voilà, ils essaient un peu finalement de rectifier les injustices, en quelque sorte, hein, ce clan. Hein. Bah, Balor, oui, il a quand même pas, il s'est pas très bien comporté, on va dire, hein, avec Priest, avec Rhea Ripley. Et puis bah, maintenant, actuellement, avec son clan, hein, où il prend un peu de place là, il veut faire le leader, son ego est en train de prendre beaucoup de place. Ça plaît pas à tout le monde, et notamment à Liv Morgan, hein, qui est celle qui est la plus véhémente et virulente à son égard. Donc les autres sont pas encore. Il y a Dominique, il y a quelques petits accrochages, mais bon, Dominique il est pas encore en mode, je dirais, rébellion. C'est un peu plus Liv Morgan quand même qui montre un peu de caractère dans ce clan, en tout cas face à Balor. Et bah, il faut en profiter justement pour raconter des choses dans les différents rôles qu'on va voir. Cette tension qui continue à monter, le statut de Balor, je pense qu'il va être mis en cause de plus en plus. Surtout que là, bon, bah, il vient de perdre les titres tag, donc ça va encore raconter des choses. Et puis bah, à un moment donné, voilà, il y aura un petit creux, hein, évidemment, ils vont pas se pointer tout de suite le Wyatt Six parce qu'il faut d'abord qu'ils finissent leur affaire avec la Final Testament. Hein. Mais à un moment donné, voilà, ça peut même être après le Rumble, hein, ça peut être au mois de février, hein, toute cette affaire. Hein. Voilà, moi je parle de Mania, donc Mania c'est loin, hein, c'est mi-avril, donc voilà, ils feront ça quand ils voudront. Mais en tout cas, voilà, je plante un peu le décor et moi je fais cette feud. Donc on aura évidemment un peu un duel de leader entre guillemets entre Balor et Bo Dallas, hein, notamment. Du coup, bah, on aura aussi un duel féminin entre Liv Morgan et Sister Abigail, on va dire, hein, Nikki Cross. Donc ça peut être sympa. Voilà, moi j'ai envie de le voir. Voilà, c'est surtout ça en fait. Ce sera un match, voilà, à la façon Wyatt Six, hein, c'est-à-dire un match bordélique à plusieurs, qui permettra aussi de bien chauffer la foule. Donc ça peut être un bon opener d'ailleurs, bon opener de nuit 1 ou de nuit 2. Et voilà, on aura pas mal de choses. Et puis évidemment un peu d'overbooking. Et puis évidemment du storytelling. Parce qu'évidemment d'ici là, si ce match a lieu, il se sera passé déjà énormément de choses par rapport au Judgment Day. Et il y aura, je pense, eu beaucoup de, de scissions et pas mal vraiment de- d'éléments qui vont faire que bah, ce clan va être en difficulté et de plus en plus. Et là, je pense même que c'est le match qui peut tout faire péter. Et puis derrière, on verra, je suis encore un peu dans le doute. Est-ce que Dominique et Balor, ils veulent les mettre en feud? Est-ce qu'ils veulent faire turn et face Dominique? C'est pas encore sûr. Hein. Moi, je m'appuyais juste effectivement sur ces bonnes réactions du public quand il a affronté Gunther, mais c'est vrai qu'il était face à Gunther. Voilà, le gros heel, sans foi ni loi, etc. Et là, il y avait eu du soutien pour Dominique. Mais bon, là, il s'est fait à nouveau huer lundi à Raw. Au micro, c'était comme d'habitude en fait. Hein. Donc, je sais pas. Hein. Je sais pas après s'ils vont vraiment capitaliser là-dessus ou pas. S'ils veulent vraiment enfoncer le clou. Mais en tout cas, voilà, on verra s'ils veulent. Parce qu'il y a quand même des petites piques hein, lancées par Balor envers Dominique. Donc peut-être que ça va amener quelque chose. On verra. Voilà, donc ça peut être sympathique. Pas du grand in-ring, mais surtout, je dirais un grand bordel avec des spots un peu dans tous les sens, à l'extérieur du ring, et puis à un moment donné, forcément des passes d'armes entre les deux femmes. Raquel, point d'interrogation, ça c'est vrai. On verra quel sera son rôle. J'avais pensé éventuellement à intégrer Alexa Bliss pour faire on va dire le nombre, et avoir Raquel en plus du coup avec Liv Morgan et d'avoir Alexa Bliss avec Nikki Cross, mais bon, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La longue absence d'Alexa Bliss, qu'on va certainement revoir au Rumble, hein, ça c'est à mon avis, il y a de bonnes chances. Je pense pas que ce soit une bonne idée de la remettre là-dedans. C'est justement sa longue absence, je pense que c'est l'occasion idéale pour refaire quelque chose de différent et de ne pas revenir là-dedans en fait, parce que je pense qu'elle s'est trop enfermée dans son rôle qui était vraiment très particulier, qu'elle a bien campé, hein, mais qui était vraiment, je dirais, assez casse-gueule et surtout qui te mettait dans une case et après il était difficile d'en sortir. Donc je pense que tous ces délires de Lily, etc., un peu de fantastique,
et même de paranormal, on va dire, de temps à autre. Je pense qu'il faut arrêter et changer, faire quelque chose d'autre que de remettre Alexa Bliss avec Nikki Cross, etc., etc. Maintenant, s'ils veulent vraiment faire un truc avec deux femmes de chaque côté, pourquoi pas, hein. Mais alors, par contre, ce serait très rare, hein. Moi, je crois que j'ai pas de souvenir d'avoir déjà vu ça, avoir un match, je dirais, mixte, avec, avec au moins deux femmes aussi impliquées. Ouais, c'est quand même très très rare. J'en ai pas souvenir comme ça, là. Mais pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas mon idée. Mais en tout cas, l'idée première, en tout cas, c'est de dire une feud entre Wyatt Six et le Judgment Day. Voilà, ça peut être assez intéressant. Et voilà, comme je le disais, en opener, ça pourrait être pas mal. On va passer au match suivant. Solo Sikoa contre Jacob Fatu. Et oui, j'en avais un petit peu parlé quand je faisais mes pronostics du Wargames en disant qu'il pourrait y avoir la défaite que j'avais pronostiquée, hein, de la Bloodline, de la New Bloodline, pouvait éventuellement faire qu'il y ait des premières tensions, je dirais, entre Fatu et Solo. Et alors, ça n'a pas été le cas, hein, on peut pas dire que ça a été le cas, hein. C'est toujours I Love You Solo, hein, qui est devenu presque sa catchphrase maintenant. Et bah justement, ce I Love You Solo, c'est ce qui m'a moi aussi un peu guidé là-dedans, dans cette idée, c'est que moi, je verrais bien un jour, à un moment donné, ça va plus passer, et puis le Fatou, à un moment donné, il va se transformer sa phrase en I hate you solo. Ça, c'est un truc que j'avais une idée comme ça. Le I love you solo qui se transformerait en I hate you solo. Et là, quand ça arrivera, enfin si ça arrive, là, je pense qu'il y aura une grosse pop. Et en plus, cette idée vient aussi du fait que, déjà, bon, bah, j'en avais déjà parlé vite fait, je l'ai vu à la MLW en face, ça fonctionnait très bien, hein, c'était même le top face. Avec le public, il y avait une très bonne connexion. Donc ça aussi, comme j'ai pu le voir, donc je sais que ça peut fonctionner. Et de par son moveset, tout simplement, on voit qu'il a un moveset très flashy, hein. C'est pas le moveset de Solo, c'est pas le moveset de Tamatonga, même de Tangaloa, c'est sûr. Et avec ses moonsaults, avec ses plongeons et ses super kicks assez spectaculaires et ses Swan Drop, il est flashy quand même dans son style. Et c'est déjà un moveset qui déjà te donne un peu envie de l'applaudir, quoi. Donc je pense qu'en face, ça peut fonctionner assez facilement. Et puis bon, bah du coup, ses débuts, je trouve, sont quand même plus que convaincants, hein. C'est quand même des débuts quand même très prometteurs. Et donc je pense que ça peut valoir le coup de monter d'un niveau avec lui et de tenter quelque chose en face du coup. Et bah voilà, rien de mieux que de tourner, en tout cas de, se- de briser ses chaînes, de s'affranchir donc de Solo et peut-être de la Bloodline tout entière. Ça pourrait être une idée. Parce que, bah, justement, sans jeu de mots, mais Fatou en solo, eh bah oui, ça peut fonctionner. Parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même un vrai personnage, hein, en quelque sorte, hein. Je pense c'est une tête qui dépasse, on va dire, hein, dans cette nouvelle Bloodline, et qui pourrait tout à fait s'en sortir par lui-même. Et puis, bon, bah, il y a aussi, je garde aussi en tête ce vieux segment, enfin, ce vieux segment. Ça remonte un petit peu, mais quand il avait encore les titres tag, hein, au mois d'août, et que Solo a exigé à SmackDown dans un segment à ce que Fatou cède son titre tag à Tongaloa pour qu'il devienne officiellement son enforcer officiel, hein, à Solo, son enforcer personnel. Bah déjà, je me dis, bah, ça pouvait déjà être une graine plantée pour une scission plus tard, quoi. Le côté frustrant, voilà, j'ai la ceinture et puis tu me la prends, quoi, tu me la voles et tu la donnes à quelqu'un d'autre, quoi, qui n'a rien fait. Voilà, ça c'est déjà un petit côté, voilà, il y a déjà une graine qui peut être plantée. Donc voilà, voilà un peu d'où ça vient. Ce ne sera pas forcément un énorme match. Il peut y avoir aussi évidemment des interventions du côté de Tamatonga et de Tangaloa. Et puis bah, pourquoi pas, alors ça devient une Larlésienne cette histoire, mais Ikuleo qu'on attend toujours. Il se disait, oui, il va commencer à NXT, mais bon, on l'a toujours pas vu. Pour l'instant, on n'en sait rien. Si ça se trouve, il va arriver directement dans le main roster, hein.
Parce que pour l'instant, c'est le grand mystère autour d'Hikuleo. Hein. Donc, ça sera peut-être l'occasion pour lui, finalement, de faire ses grands débuts et d'intervenir. Sait-on jamais. En tout cas, voilà, ça peut être encore de l'overbooking. Ça sera pas du grand catch. Et puis bon, bah, de toute façon, Solo, faut pas se leurrer. Je pense qu'il est sur la pente descendante. Il s'est quand même bien fait maîtriser à plusieurs lors du Wargames. Hein. Quand même, la Team Face s'en est donné à cœur joie sur lui hein, à la fin. Là, il a son Tribal Combat pour la première sur Netflix le 6 janvier contre Reigns. Voilà. Bon, bah, Lulafala, je pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'il le perde. Donc, je pense voilà, on commence un petit peu à le mettre vraiment sur la mauvaise pente, je dirais. Donc, là, je pense que là, il y a un côté, voilà, je dirais pas un dépush, mais pas loin quand même, hein, pas loin du tout. Et c'est peut-être le moment de raconter autre chose. Un peu la déchéance finalement de Solo, qui va tomber de haut finalement, alors qu'il se croyait être le vrai Tribal Chief, etc. etc. Et évidemment, bon, il va tomber de haut quand il va perdre la Fala, que Reigns va le récupérer. Et puis bon, bah évidemment, le Rock qui sera aussi encore en toile de fond quelque part, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, donc ça peut être une feud, pourquoi pas, à faire pour Mania. Voilà, moi j'y crois en tout cas. Et puis voilà, j'ai envie de voir Fatou en face. Je pense que ça peut vraiment fonctionner. Et je pense qu'il y aura vraiment des réactions que le public va popper lorsqu'il brisera ses chaînes. Ça, j'y pense. Hein. Franchement, je pense que ça peut vraiment fonctionner. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Alors là, c'est très particulier. King Fuego contre Damien Priest. Ouais, je déteste ce nom, hein. Mais bon, je m'en tiens au nom qui avait été déposé il y a quelque temps par son frère, Rey Fenix lui-même. Il avait déposé, on se rappelle, les noms de Rey Fuego et de King Fuego. Alors on se disait, ah bon, parce que c'est pas déjà pour l'avenir, l'après ou l'élite. Donc on peut se dire, pourquoi pas. J'aimerais pas, hein, j'avoue. Bon, on sait que Rey Fenix, bon, il est encore très, on va dire, pris par All Elite, on n'est pas près de le revoir, hein, et puis c'est beaucoup lâché sur les réseaux sociaux, mine de rien. Hein. Voilà, bon, on va pas revenir sur, on n'a pas développé cette affaire maintenant, mais en tout cas, voilà, il n'est pas prêt de quitter l'AEW. En revanche, son frère, on va lui donner son vrai nom quand même, Pentagon, Pental Zero Miedo, qui est quand même présent sur ma chaîne à chaque vidéo, hein. On le voit même dans mon intro, on l'a vu on voyait même en visuel dans mon ancienne outro, et je conclus chaque vidéo par Zero Miedo. Donc à un moment donné, voilà. Donc d'ailleurs pour moi c'est quelque chose quand même qui paraît surréaliste de se dire qu'il y a quand même de très 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 fortes chances que Penta aille à chez VVE. Pour moi j'aurais jamais cru ça un jour, jamais. Ça paraît incroyable. En tout cas on sait qu'il était free agent depuis pas longtemps. Il avait quitté All Elite, et puis là, il était officiellement free agent depuis quelques jours. Et bon, bah oui, on a vu, lors du dernier Raw, un clip, un teasing de quelque chose, à Raw, voilà. Avec ce symbole qu'on peut voir, que je lui ai mis sur son poitrail, là, ce 0 avec une flamme. Hein, on voit quand même, c'est aussi quand même un signe, il y a cette flamme, là, qui barre ce haut, là, ce 0, pardon, et qui rappelle le feu, donc qui rappelle à nouveau le Fuego, le fameux King Fuego. Ou Rey Fuego du coup. Donc, bah oui, le 0, le Fuego, bah forcément, bah oui, ça rappelle Penta quoi. Voilà. Et donc, bah j'ai envie de le faire débuter au Rumble. Voilà. On fait des teasings pendant là les 4 rows, grosso modo, les 4 rows là. Les 4 ou 5 rows qu'il va y avoir avant le Rumble. On continue de teaser. Et puis bah voilà, les débuts au Rumble. Et là, bon, bah, comme on va être encore, c'est le Rumble, c'est le public de Rumble, quoi. Ils viennent du monde entier, ou de tous les États-Unis. Il y a des smarts là-dedans, hein. Dans le tas, il y a beaucoup de smarts. Ils connaissent quand même un peu le catch. C'est des gens qui ont popé pour AJ Styles, par exemple, il y a quelques années. Ils savent qui c'est. C'est pas, voilà, ils sont pas bornés à ce qui se passe chez VVE, quoi. Donc, bah Penta qui se pointe, oui, je pense que c'est la grosse pop. Et moi aussi, évidemment, parce que j'aime beaucoup Penta, mais ça ça date surtout de la Lucha Underground, où c'était pour moi, voilà, c'était quelque chose, quoi. C'était la star absolue, que ce soit qu'il soit en face ou heel, c'était toujours, voilà, le charisme, le in-ring,
Et voilà, c'est un showman, quoi. C'est une sacrée gimmick en plus. Voilà, on voit déjà là, ce qu'on peut voir là. C'est une sacrée présence. Et, euh, et voilà, quoi. Il y a qu'à regarder, quoi. Et ouais, moi, je pensais vraiment pas voir un jour ce mec qui est comme très axé indie et compagnie complètement vraiment qui n'ont rien à voir avec VVE, quoi. Et quand on le voit là, ça a l'air quand même bien parti, donc ouais, c'est quand même une sacrée sensation. Et alors oui, j'avais pensé à Rey Mysterio aussi, parce que bon, ben, Rey Mysterio, c'est aussi de la Lucha Underground d'ailleurs, à un moment donné, il y a eu ça. Et les deux sont affrontés chez Lucha Underground d'ailleurs. Euh, mais je trouve que faire un match Rey contre Penta, alors ça pourrait tout à fait se faire, mais bon, je trouve que ça fait pas très original. Un peu le match facile, je dirais. Euh, et j'ai envie de faire quelque chose un peu différent parce que je pense que Penta, enfin ça c'est comme ça que je vois les choses, s'il vient chez VVE, c'est quand même du coup pour avoir des matchs différents. Tu viens pas dans une compagnie comme VVE qui n'a rien à voir avec celle où tu étais avant euh, pour, pour affronter des mecs que tu connais déjà, quoi. Donc, bien sûr, affronter Rey Mysterio, ça pourrait très très bien arriver, mais moi j'ai envie de voir quelque chose de différent. Et bah, Damien Priest, ça pourrait être un très bon adversaire. D'abord parce que bah, il n'était pas dans mes programmes, j'avais rien pour lui. Et puis bon, bah, c'est un hispanophone. Donc je pense aussi que pour son intégration, avoir une première feud face à un hispanophone, je pense que ça pourrait l'aider. Voilà, un premier pas. Voilà, on y va tranquillement, hein, tranquilo. Et voilà, et on avance. Et puis, on montre de quoi on est capable. Il y aura déjà, on peut déjà teaser, même faire des choses intéressantes, hein, comme on a pu voir Escobar avec Andrade à un moment donné au Rumble. On peut déjà aussi faire un peu pareil, hein. On peut avoir du Andrade, du Escobar, du Penta, euh, voire donc du Damien Priest, qui se retrouve un peu, voilà, avec du Mysterio, bien entendu. Voilà, une espèce de réunion latino là, en plein Rumble. C'est tout à fait envisageable. Ça, c'est si on veut vraiment commencer à partir du gros fantasy booking. Mais ça, c'est du gros fan service, hein. Mais c'est surtout pour faire plaisir aux latinos. Mais ouais, forcément, moi, j'aimerais bien voir un petit truc comme ça. Mais voilà, bah, à un moment donné, oui, tu plantes des graines pour plusieurs confrontations possibles. Mais voilà, moi je trouverais que ça serait un bon premier palier. Et puis bon, bah, les deux sont. Enfin, Priest et Taro. Penta, bon, bah, on le voit à Raw. Penta, j'en avais parlé comme pouvant peut-être aussi aller du côté de SmackDown, hein, dans la transfer window, parce que c'est vrai que bah, on l'a pas vu, hein, du côté de SmackDown, Priest, de mémoire. J'ai pas souvenir de l'avoir vu, enfin en tout cas pas en régulier chez SmackDown. Et je disais que ça serait peut-être bien de l'éloigner un peu du Judgment Day. Donc il va peut-être aller à SmackDown, hein. Mais voilà, ça c'est une affiche que je propose. Pour l'instant, il est toujours à Raw. Penta risque de la toussie. Alors pourquoi pas, faisons-le, et on verra ce que ça donne. Il y aura peut-être, voilà, il parle pas beaucoup. Penta, il fait juste des zéro miedo avec ses doigts. Il fait quelques promos en espagnol, mais c'est pas un promo guy, hein, Penta, donc ça risque d'être plutôt, je pense, dans un esprit Nakamura, c'est-à-dire il peut faire des clips très stylés, euh, vraiment très esthétiques, avec de belles images et en parlant dans sa langue natale et puis avec des sous-titres. Je pense que ça peut être le genre de choses qu'on pourrait voir de sa part notamment dans les héros à venir. Euh, et je suis très curieux de voir ce qu'il va apporter. J'avoue, je suis un peu sceptique, on va dire, malgré toute l'affection que j'ai pour lui. Je serais très sceptique parce que est-ce que ça peut être la VVE quelque chose qui lui convienne? J'en suis pas certain, à voir, parce qu'il est quand même très typé indie, quoi. Mais on sait jamais. Bon, bah, il y aura toujours la barrière de la langue, mais bon, il y en a dans le passé quand même qui s'en sont sortis malgré la barrière de la langue, donc à voir. Mais pour un latino, c'est jamais évident, hein, de s'en sortir. On voit comme Dragon Lee qu'on a essayé de présenter aussi à nouveau, hein, comme un nouveau Mysterio. Bon, bah, c'est encore du mal à percer, hein, donc bah oui, donc j'attends de voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, voilà, c'est une feud que j'ai envie de voir. Penta contre Damien Priest, donc ce qui voudrait dire un Penta plutôt heal, hein, du coup, hein. Comme pour ça que je l'ai mis comme ça, donc je lui ai remis son petit symbole là sur le poitrail.
Et puis, bon, bah, je l'ai mis en plutôt en dark, hein, comme Baloo Chandragwan, il y a un moment donné, il a eu sa période Pentagon Dark. Bah, ça pourrait être un peu dans cet esprit-là. Alors, il n'y a pas de mist, hein, a priori. Hein. Là, avec lui, il n'y a pas trop de mist. Il crache parfois en entrant, mais il n'a pas de. Il a pas de mist, hein, c'est pas voilà, c'est pas Nakamura, hein, ou c'est pas le Great Muta. Mais voilà, c'est tout un charisme, c'est toujours solide in ring. Et alors par contre, le seul truc qui me chiffonne aussi, c'est que ils partent le package pile driver, c'est l'un de ses finishers. Bon, a priori, le package pile driver, c'est pas quelque chose qu'on va voir. Hein. Là, on a vu Owens qui vient d'en faire un, justement une semaine avant à Cody. Mais bon, c'est pas censé être une prise autorisée. Donc, si on prive Penta de ça, ça c'est quand même dommage. En revanche, il a l'un des les plus beaux Sling Blade du circuit. Donc, avec Rollins, Balor et lui, notamment. Hein, on va quand même voir les trois ensemble, hein, les trois des meilleurs, entre guillemets, sling bladers du circuit, hein, ça c'est vrai. Mais voilà, il a d'autres moves, il brise les bras, et voilà, c'est très divertissant, excellent dans un ring, il est plus tout jeune maintenant, donc je pense que c'est son dernier run, voilà. Je pense qu'il s'est dit c'est maintenant ou jamais, quoi. Si je veux aller chez VVE, c'est maintenant ou jamais. Bref, alors on va voir comment il va s'appeler. J'ai peur du King Fuego. Et puis peut-être Rey Fuego plus tard, quand il aura quitté All Elite. Parce qu'évidemment, les Lucha Bros, si on conserve aussi ce nom, les Lucha Brothers, ouais, ça c'est aussi une énorme équipe. Hein, là, si on a ça, déjà qu'on a eu les Motor City Machine Guns, ouais, là, il y aurait du costaud quand même en termes d'équipe là chez VVE. Hein. Voilà, en tout cas, ce match, bah, j'ai envie de me dire, pourquoi pas, ça peut être vraiment très cool. On va passer maintenant au match suivant. Kevin Owens contre Randy Orton. C'est pas une grande surprise ce match. Ça, c'est un match, je pense, qui a de bonnes chances d'arriver. Alors, d'arriver en général, oui. Mania, c'est pas encore sûr. Mais pour moi, c'est une affiche qui a l'odeur de Mania. Ils ont quand même déjà construit ça sur le long terme. Donc, on l'a vu, hein, la dernière fois qu'on a vu Orton, bah oui, il a pris un pile driver de la part d'Owens. Grosse blessure, prise qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Même si bon, c'était très protégé, et voilà, la prise n'était pas forcément très crédible, mais c'est pas grave. Hôpital, et voilà, on n'a pas revu Orton depuis. Et là, on a un Owens qui a turné heel, qui est très féroce. On l'a encore vu là avec Cody, hein, Cody on sait pas encore quand est-ce qu'on va le revoir. Il se repose chez lui, dit-il à Raw, là. C'est moins grave que prévu, mais il se repose, voilà, en gros. Donc, mais voilà, il en a quand même pour un petit moment, là. Bon, de toute façon, là, il n'y a pas grand-chose. Tranquille, on prépare la fin d'année, et puis voilà, Netflix, je pense que vers Netflix, on le verra peut-être. Enfin, je pense qu'on le verra Netflix quand même. Et voilà, bon, bah, je me suis un petit peu amusé avec le t-shirt, parce que c'est vrai que les t-shirts d'Owens, c'est souvent très provoque. Donc j'ai voulu faire un petit jeu de mots avec le RKO et mettre the real KO, voilà, pour faire un peu le coup du RKO, hein, retrouver ces trois lettres. Mais ce serait tout à fait dans le style de Owens de faire ça. Donc, bah, forcément, c'est une feud qu'on attend. Parce que Orton, voilà, bon, il y a des petites rumeurs de heel turn, mais là pour l'instant, c'est pas le moment. Notamment sur Cody, donc peut-être de tourner sur Cody, mais c'est pas le moment pour moi. Il y a cette histoire à régler avec Owens. Hein. Et donc, bah, quand il va revenir, bah, ce sera, je pense qu'il va lui rentrer dedans. Ce sera peut-être justement lors du Rumble, hein, que Orton va revenir. Ça ferait un peu loin, mais s'ils veulent vraiment nous vendre le pile driver comme quelque chose de vraiment de très, voire de trop dangereux, ouais, alors là, une grosse absence comme ça pour Orton, et revenir seulement au Rumble, et là, comme par hasard, au moment où Owens se trouverait sur le ring, là oui, là il y aurait une énorme pop, hein, pour le grand retour d'Orton. Là, il arrive en courant, et puis là, bon, bah, il n'y a plus que deux sur le ring, hein, on verra plus que deux. Et la grosse bagarre, voilà. Et puis bon, ben voilà, on continue, ça s'élimine, et puis on continue de builder tout ça. Il y a le Chamber éventuellement aussi, et puis surtout il y a SmackDown, quoi. Et donc là, en feud, en promo, il n'y aura rien à dire. Hein, les deux sont très bons en promo. Ça va se distribuer de grosses punchlines. Il y aura du brawl dans tous les sens. Hein, ça, c'est du Triple H tout craché. Il y aura de quoi faire, je pense. Il y aura du gros build-up. Parce que quand même, mine de rien, les deux étaient très potes, hein, il y a encore quelques mois. On les a vus ensemble dans la guerre contre la Bloodline. On l'a vu notamment en France, hein, à Backlash. Ils étaient encore ensemble.
Donc c'est quand même une grosse histoire. Il y a eu des... Voilà, c'était quand même un sacré duo hein, qui fonctionnait bien. Voilà, ça a beaucoup évolué du coup. Et donc, bah, moi j'attends cette feud en tout cas, qui devrait quand même, qui a de bonnes chances quand même d'arriver. Hein. Je pense que de toute façon il faut le faire parce que on n'a pas revu Orton depuis ce Pile Driver, donc il y aura de la vengeance dans l'air. Hein. Donc voilà, pour moi, ce sera pas forcément un one shot ce match. Hein. Ça peut être en plusieurs actes. Mais en tout cas, Mania, je pense qu'il faudra passer par Mania, quoi. Donc, voilà. Ouais, autant en termes de build-up, de promo, que donc de segments, que du match en lui-même, ouais, c'est un match, ouais, quand même assez attendu, je pense. Et ça va donner quelque chose. Il faut qu'Orton soit pas trop chiant dans le ring. Faut qu'il se donne un peu. Mais je pense que là, face à Owens, ça devrait bien se passer. Voilà, pour moi, c'est quand même une belle affiche, je dirais, de Mania, quoi. On va passer maintenant au match suivant. Oh là 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 là, Bianca Belair et Jade Cargill contre Bayley et Naomi. What? C'est quoi ce match? Où sont les ceintures? Ah ben non, il n'y a plus de championne, voilà, c'est fini. Même s'il y a c'est un peu relié, puisqu'effectivement, bon, là on vient de le voir, Naomi qui a remplacé donc Cargill, on va dire, elle a porté, je dirais, la ceinture. Parce que sinon ils allaient destituer Belair du titre tag. Mais Naomi a dit non, 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 non. Moi je fais équipe. Et Belair dit si on défend nos titres, du coup, est-ce que tu peux accepter que Naomi fasse l'intérim pour qu'on puisse défendre au moins nos titres la semaine prochaine contre du coup Nia Jax et Candice LeRae. Donc, bon, finalement ça s'est fait. Elle dit ça accepté. Et on a eu ce match à SmackDown. Conservation du coup, et du coup Naomi, oui, est considérée maintenant comme la nouvelle championne tag, alors que Cargill est toujours sur le flanc et que l'enquête piétine, qu'on n'a pas de nouvelles. Pour l'instant, on avance tout doucement sur cette affaire. On a une Belair qui semble quand même assez inquiète, concernée, qui veut essayer d'en savoir plus, quoi. Ce qui la rend a priori assez écartée de la liste des suspects, même si son nom revient. Mais pour moi, ça n'aurait aucun sens. Et à l'heure actuelle, je ne vois toujours pas de raison qui aurait pu expliquer ça. Enfin, hormis le fait que voilà, cette frustration de rester bloqué dans la division tag et de revenir en solo. Mais déjà, pour le faire, il faudrait qu'elle engage quelqu'un, puisque forcément, elle était en plein match quand c'est arrivé. Elle était contre Davenport et Chelsea Green dans un match du tournoi pour le titre US. Elle est partie après en plein match, quand elle a vu les images. Donc forcément, c'est pas elle. Mais est-ce qu'elle a pu faire le sale boulot par quelqu'un? Pourquoi pas? Mais qui et pourquoi? Enfin, non, pour moi, ça colle pas. J'ai beau réclamer le heel turn de Belair depuis des années maintenant. Enfin, des mauvaises années. Enfin, ça fait bien 2 ans, je dirais. C'est pas là-dessus qu'elle va turner heel, hein, si ça arrive. Parce que ça devient de plus en plus long et j'y crois de moins en moins, on va dire, à son heel turn maintenant. Mais en tout cas, là, je le vois pas, je le vois pas là, quoi. Et puis bon, là, franchement, ouais, donc ça n'aurait pas de sens. Et donc, ça c'est pour par rapport au statut de Belair, mais on en revient donc au pourquoi du comment, pourquoi ce match, quoi. Alors déjà, oui, en plus le fait qu'il ait écarté Cargill là, avec cet angle de blessure, ça aide bien aussi justement à destituer finalement Cargill, notamment des titres, parce que l'équipe était tellement cheatée entre Belair et Cargill que ça aide bien aussi. Comme ça protège en quelque sorte Cargill dans la défaite. Elle n'a plus de titre. Et du coup, on a aussi du coup quelqu'un qui la remplace, Naomi. Du coup, les motivations, ce serait que tout simplement Naomi en a marre d'être la 5e roue du carrosse. Parce que lorsqu'on se revient au Rumble 2024, hein, il y a un an, ou pratiquement, oui, Naomi revient, voilà, le grand retour, après sa période TNA, etc. Jade revient aussi, enfin, on l'avait vu faire des apparitions, c'est la première fois qu'on la voyait sur le ring, et du coup, ça, on peut dire, enfin, Naomi pourrait se sentir un peu passer au second plan et être éclipsée par les débuts de Jade. Donc à nouveau, bon, j'en ai marre, quoi. Je fais mon grand retour. Là, il y a Jade qui est là. Bon, du coup, on parle plus de moi. Il y a un trio, hein, qu'il faut pas oublier, qui s'est formé
à Mania 40 pour affronter et battre Damage Control entre Cargill, Belair et justement Naomi. Donc il y avait les trois qui étaient ensemble. Mais bon, toujours ce sentiment de pas de pas compter autant que les deux autres, hein, on va dire, d'être un peu, comme je disais, la cinquième roue du carrosse. Et ça peut être aussi justement donc une motivation pour un peu sortir du bois et montrer vraiment ses vraies couleurs, quoi. De plus, on a beaucoup vu Naomi sur X, hein, notamment sur les réseaux sociaux, insister sur... Parce que beaucoup de gens accusaient justement déjà Naomi, hein, d'être à l'origine donc de cette attaque sur Cargill. Et du coup, elle a été quand même très véhémente. Elle a beaucoup insisté en faisant des tweets pour plaider sa cause et en insistant sur son innocence, qu'elle n'aurait jamais attaqué Jade, etc., etc. Et que du coup, tous ces tweets ont rendu cela du coup suspect, quoi. Parce que pourquoi se montrer justement tant sur la défensive quand on n'a rien à se reprocher? C'était ça aussi, là qu'il fallait creuser peut-être quelque chose. Et de plus, à Raw, donc si on revient à Raw il y a un mois, le 25 novembre, Naomi, on s'en rappelle, hein, c'était juste aux alentours du Wargames, hein, juste avant, Naomi qui vient voir Belair et qui lui dit: ah, je sais qu'il faut quand même découvrir qui a attaqué Jade, mais bon, ce qui est le plus important, hein, à l'heure actuelle, c'est d'avoir une cinquième membre au Wargames. Ça, c'est une phrase aussi qui peut aussi maintenant faire écho, et qui peut avoir du sens maintenant, de dire: ouais, bon, Jade, t'es bien gentil avec Jade, mais bon, à un moment donné, moi, j'ai la cinquième membre, hein, surtout. Et bon, à ce moment-là, il y a eu Sky qui arrive, qui propose Kairi. Bon, proposition qui a été aussitôt rembarrée par Belair, hein, et bon, on voit aussi Naomi qui fait quand même beaucoup la moue de son côté. Et puis Naomi, dans la foulée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose qui, évidemment? Bayley. Elle propose Bayley. Pour elle, c'est son choix, c'est logique. Mais ça choque complètement Belair. Mais Naomi, elle défend son bout de gras, et puis elle dit à Belair que Bayley, non, mais t'inquiète pas, Bayley, elle a changé, quoi. Et que se passe-t-il un peu plus tard dans le show, justement? Parce que justement, après cet angle, il y a Belair qui affronte Nia Jax pour avoir l'avantage dans le Wargames, si vous vous en souvenez. Et comment ça se termine, ce match? Eh bien, Bayley arrive, elle intervient, et elle permet justement à Belair de battre Jax pour obtenir l'avantage au Wargames. Et dans la foulée, on apprendra donc que Bayley devient officiellement la remplaçante de Cargill, et donc cette fameuse cinquième membre. Donc, ça devient intéressant. Et avoir en plus une Naomi Hill, on y a rarement été habitué, donc ça changerait un peu déjà aussi. Ça ferait faire à nouveau par contre un turn à Bayley. Bon, mais après tout, depuis son face turn, il faut reconnaître que ça n'a rien donné de probant. Donc pourquoi pas revenir en arrière, hein, finalement. Et donc en plus de ce sentiment de jalousie donc de la part de Naomi, Bayley pourrait aussi en avoir marre que Belair ne lui ait jamais fait confiance, hein, après son face turn finalement. Parce qu'il y a toujours des doutes, hein, Damage Control ça reste dans sa mémoire à Belair. On peut pas s'en défaire. Bref, ça fait quand même des arguments qui me semblent collés pour avoir cette rivalité, et donc ce match à Mania 41 qui aurait aussi l'avantage quand même de maintenir Cargill en équipe, et donc d'encore l'écarter de la division solo, parce que pour moi elle est pas prête pour ça, quoi. J'avoue que j'avais commencé à mettre un Cargill Belair, mais pour moi ça n'a pas de sens, puisque pour l'instant, je ne vois pas comment Belair pourrait être responsable de cette attaque. Elle me semble trop sincère dans ses réactions, dans les différents segments, sa volonté de trouver là où les coupables, ça colle pas. Ça ne colle pas. Et donc, on voit quand même Naomi, elle récupère le titre, tiens, récupère le titre tag. Et puis du coup, Bayley devient cinquième membre. Juste derrière, tiens. On intervient en plus en aidant Belair. Tiens. Et puis du coup, quand il faut pousser pour une cinquième membre, Naomi dit Bayley, évidemment. Voilà, donc il y a des choses quand même, on peut sentir quelque chose. Donc peut-être une agression à deux. Peut-être pas qu'à une, mais à deux, de la part de Naomi et de Bayley. Pour moi, ça serait même les deux coupables, je dirais, ou s'il doit y en avoir, je sais pas s'il y en aura une ou deux, mais s'il y en a deux, ce serait elle. Pour moi, c'est ce qui serait le plus logique finalement, quand on regarde un petit peu les 2-3 segments, les événements, et c'est ce qui pousserait à ce match du coup, hein. Donc pour l'instant, pas de turn, on reste sur Belair et Cargill, et avec un match, donc il n'y a pas de ceinture, quoi.
Il n'y a pas de ceinture. Voilà, alors peut-être qu'ils vont en faire un match par équipe, si un match pour les titres, hein, si ça se trouve, Cargill et Belair ont récupéré les titres entre temps, voilà. Peut-être que du coup, elle va revenir. Ça va mal se passer avec Naomi, et puis je sais pas, elle va récupérer le titre. On verra comment ça se passera. Mais bon, ça n'a pas forcément besoin de, pour moi, des titres, hein, ce match. Hein. C'est juste un règlement de compte, surtout, quoi. Voilà donc pour moi mon idée, parce que c'est quand même, s'ils ont fait ces gros angles là de blessure avec Cargill, alors il y a eu des rumeurs, ah oui en fait elle est blessée, on n'en sait rien, mais elle prend des vacances, machin, on n'en sait rien en fait, on n'a pas de certitude par rapport à son statut. Moi j'avais eu ma petite théorie en me disant bon mais ils l'ont écarté parce que pour le Wargames ça n'était pas prête, donc ils ont trouvé ce work à faire, comme ça l'écarte du Wargames et puis on met quelqu'un d'autre de plus chevronné à la place. Ça, c'était ma petite théorie. J'ai jamais eu de preuves là-dessus, hein, et de confirmation. Mais en tout cas, ça permet en tout cas de jouer la montre et puis toujours de continuer à Cargill de faire ses preuves, notamment en tag. Alors ça fait quand même ça fait long hein, pour la pauvre Belair, j'ai envie de dire, de devoir chaperonner comme ça Cargill, mais j'espère qu'elle sera récompensée à l'arrivée. Hein. Ça, parce que franchement... c'est pas facile quand même d'avoir à gérer Cargill, hein, quand même dans un ring. Hein. Je sais qu'elle fait de son mieux, mais là, bon, quand même quoi. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Alors ce sera pas forcément un grand match, hein, celui dont je viens de parler, mais bon, il y aura du storytelling. Le match suivant, Voldemort contre Roman Reigns, l'autre ici, avec Paul Heyman au milieu de tout cela. Et oui, parce que là, j'en arrive à la fameuse faveur. La faveur de Voldemort. Qu'il a obtenu de la part de Paul Heyman, et il lui a dit après les séries, voilà, il lui donnera, voilà, et que Voldemort lui a dit bon quand je serai prêt, quand j'en aurai besoin, je t'appellerai, et voilà, done deal quoi, voilà, you got it quoi, ça y est c'est fait quoi, tu l'as cette faveur. On attend, on ne sait toujours pas de quelle faveur il s'agit, quand est-ce qu'il va la demander, dans quelles circonstances, etc., etc. Ça restera là aussi, alors ça fait un autre mystère de plus, hein, du coup, mais ça reste un des grands mystères qui sera forcément là maintenant révélé ou résolu en 2025. Ça faudra, je pense pas que ça va trop tarder non plus, je pense que ça sera plus pour Mania au plus tard, et pas au-delà, parce que sinon ça ferait trop long. Et du coup, pourquoi ce match, du coup hein. Pourquoi Paul Heyman est au milieu de tout ça? C'est que Voldemort ne gagne pas le Rumble. Voldemort, possiblement, pourrait aussi participer au Chamber, qui serait pour moi un number one contender match pour désigner le challenger de Gunther à Mania. Voilà, moi je le verrais comme ça. Non pas un match de championnat, mais un match de number one contender, qui ne gagne pas non plus. En gros, Voldemort se retrouve dans une situation où il n'a plus la possibilité, je dirais, de main eventer Mania. Voilà, parce que c'est toujours quelque chose qu'on lui reproche, notamment Rollins actuellement, hein, il en a beaucoup parlé là. Il n'arrive toujours pas à faire ça, et du coup, il sort sa carte Joker, puisque il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut, parce que on le sait, son objectif, c'est de prendre le titre mondial. Hein, il avait des ambitions personnelles, hein, il l'avait redit après avoir gagné le Hell in a Cell contre McIntyre à Raw. Il avait réaffiché ses ambitions, il veut avancer, il veut retrouver le titre, et là il n'y arrive pas il n'y arrive pas via le Rumble, il n'y arrive pas via l'Elimination Chamber, et là il se dit là, heureusement, on va dire, j'ai mon plan C, qui est donc cette fameuse faveur demandée à Heyman, et là il dit ce qu'il a envie c'est de retrouver les sommets, et pour retrouver les sommets, il sait très bien que quand on est aux côtés de Paul Heyman, en général, on tourne autour du titre, quoi. Et on obtient ce titre, surtout. Donc, il le connaît très bien, hein, voilà, c'est un ancien Paul Heyman guy, et donc, il se dit, pour revenir au sommet, il faut que je m'associe avec Paul Heyman. Voilà. Et donc, il va proposer à Heyman d'organiser un match contre Roman Reigns, qui est son client actuel, hein, bien entendu, mais avec une stipulation particulière, c'est que le vainqueur deviendrait le seul et unique Paul Heyman guy, finalement. Donc, si Reigns gagne,
il est le seul et unique client de Paul Heyman. Et si c'est Voldemort, c'est lui qui devient le client officiel et unique donc de Paul Heyman. Aux dépens de Reigns. Et là, ça change tout. Donc ça fait une stipulation qui peut être intéressante. Et du coup, en devenant le Paul Heyman Guy officiel, là, c'est un peu presque comme si tu avais déjà une mallette virtuelle quoi, du Money in the Bank auprès de toi. Quoi. Ça te donne quand même de bonnes chances d'être près du titre. Donc c'est ça. L'idée de Voldemort, donc, il n'a pas envie d'attendre le Money in the Bank parce que ce sera en juillet, c'est trop loin. Lui, il a faim, il veut prendre le titre le plus vite possible. Donc lui, ben voilà, il veut tout de suite choper la bonne opportunité au bon moment. Et là, il n'a pas réussi ses objectifs du Rumble et de l'Elimination Chamber, donc il passe au plan C directement. Voilà donc un peu l'argument. Alors il y a de bonnes chances pour qu'il le gagne ce match, hein, sinon ça n'aurait pas trop d'intérêt par rapport à la stipu, si c'est bien ça qui a lieu. Il y a eu du teasing, hein, on a vu évidemment les tensions entre Voldemort et Reigns au War Games, hein, une image qui a fait le buzz lorsque Reigns a mis la main comme ça en travers sur le barreau là, pour retenir Voldemort, pour pas qu'il sorte de la cage tout de suite, de la petite cage tout de suite. Voilà, il y a des graines plantées, une relation, bah oui, avec il y a de l'ambiguïté, il y a entre Voldemort et Paul Heyman, il y a de l'entente. Reigns, il l'aime pas, il l'a dit, ils ont fait ce fameux segment vidéo là où ils étaient tous les trois même autour d'une table, ils se sont dit leurs quatre vérités, voilà, bon bah, Reigns il avait pas trop confiance en lui, il l'aime pas trop. Et voilà, cette association c'était One Night Only, hein, c'est ce qui s'était dit du coup hein, pour le War Games. Mais en tout cas, on constate que Heyman il avait fait cette faveur dans le dos de Reigns, hein, Reigns n'était même pas au courant de ça. Donc il y a quand même des petites manigances voilà, qui se font quand même derrière le dos quand même. Hein. Donc avec Paul Heyman il faut toujours se méfier hein, de toute façon. Donc ça peut être aussi un début de heel turn aussi peut-être hein, pour Voldemort à un moment donné, hein, avec et Paul Heyman pareil du coup. Hein. De toute façon, avec Heyman, hein, c'est ça change beaucoup hein, aussi. Hein. Voilà, donc pour moi c'est un match qui évidemment est très vendeur, qui est très maniaesque également, bourré de storytelling. Et alors ça ne sera pas forcément du grand in-ring par contre. Bon, les deux ne sont pas excitants dans un ring. Mais je pense que il peut se passer plein de choses. Le match peut être bien raconté. Et si le build-up est à la hauteur, ouais, ça peut donner envie d'être suivi ce match. Donc voilà pour moi l'idée donc. Et cette stipulation qui peut donner un peu de sel en plus à ce match. Et en plus, ça permettrait de prouver que Paul Heyman, en acceptant cette faveur, de prouver son honnêteté, quoi. Qu'il est prêt à mettre en jeu finalement son statut de client, enfin d'avocat entre guillemets, de conseiller spécial à Roman Reigns, quoi, envers Roman Reigns, de le remettre en jeu finalement. Ça prouverait son honnêteté et voilà, ok, je mets ça en jeu, quoi. Donc par rapport à ça, la relation Heyman-Voldemort qui existait déjà depuis un bon moment, la relation Heyman, évidemment, Reigns, les graines plantées au War Games, voilà, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font que ce match peut tout à fait avoir lieu à Mania. Et puis cette faveur qui reste aussi l'un des grands mystères qu'il va falloir résoudre aussi en 2025. Voilà, ça peut être justement le premier possible main event de Mania pour Voldemort. Hein, vu qu'on s'en moque toujours de ça, notamment Rollins. Parce que ça peut être aussi une affiche digne d'un main event. Alors de la nuit 1, hein, évidemment. Ce ne sera pas le main event de la nuit 2, ça, évidemment, mais la nuit 2, il y a toujours un titre. Hein. Là, ce serait le main event de la nuit 1, possiblement. Hein. Mais je pense que c'est tout à fait réalisable. Et il y a un autre candidat, quand même aussi, pour être main event de cette nuit 1, pourquoi pas. C'est le match suivant. Seth Rollins et Drew McIntyre contre Jey Uso et Sami Zayn. Et oui, là aussi, on peut se dire, mais pourquoi pourquoi cette association, Drew McIntyre et Rollins voilà quoi, c'est quoi cette histoire?
ça aussi, je pense que ça peut avoir du sens. Rollins et Drew, ce serait un peu, entre guillemets, les frustrés de Voldemort, si on pouvait les appeler comme ça, les frustrés de Voldemort, et aussi de la Bloodline, hein, contre donc Jay et Zayn. On se souvient que Zayn s'est excusé hein, d'avoir accusé Rollins d'avoir attaqué Jay, et Zayn disait que Rollins, il n'y a pas longtemps, il disait que Rollins, là il avait l'air de ressembler un peu à Drew, en jouant la victime et en blâmant les autres, hein. Alors que Rollins ne faisait jamais ça avant. Rollins du coup avait répondu qu'il n'était pas Drew. Zayn dit que l'histoire avec Voldemort justement amène le pire côté de Rollins. Zayn qui disait à Rollins qu'il ne s'impliquera pas dans l'histoire donc entre Rollins et Voldemort, hein, il lui a promis. Les deux enterrent alors l'âge de guerre. Donc voilà, c'était un bon segment qu'on a pu voir à Raw dernièrement. Finalement, la feud Rollins-Voldemort va faire ressortir le côté sombre de Rollins. Hein. Acte 1, Arrow Netflix, le 6 janvier, puisque les deux vont s'affronter, ça c'est officiel. Ça m'a surpris parce que pour moi c'était une affiche de Mania. D'ailleurs c'est pour ça que je ne l'ai finalement pas mis ce match. Ça peut encore être un Mania, mais à mon avis l'accélération des choses, le calendrier et le fait que Raw débute sur Netflix, ça a accéléré les choses et je pense que du coup je n'y crois plus trop au Rollins Voldemort. Du coup voilà, donc du coup c'est pour ça que j'ai un peu changé mes plans. Raw Netflix, donc on a ce premier match entre Voldemort et Rollins. Pour moi Voldemort l'emporte, voilà. Ce sera protégé sans doute, ce sera peut-être une victoire par roll-up ou quelque chose comme ça. Acte 2, ce sera au Rumble, où il y aurait le match 2, et oui, les deux, ce qui n'empêche pas les deux de participer au Rumble hein, par ailleurs, mais ils auraient un match 2. Rollins va se faire à nouveau surprendre par Voldemort, parce que pour moi mon but c'est vraiment d'énerver Rollins. Donc toujours des victoires un peu, voilà, ça peut être en roll-up, en opportuniste ou ce genre de choses. Et du coup, il se fait à nouveau surprendre donc au Rumble, ce qui va donc énerver Rollins au plus haut point. Et ensuite, donc, il y a les retrouvailles un peu plus tard lors du Rumble match en lui-même, où les deux seraient à nouveau participants et se retrouveraient à nouveau ensemble sur le ring au même moment, avec donc un duel qui va être hyper tendu. Rollins sortirait Voldemort. Voldemort veut le tirer alors quand même, il n'en a pas fini, il veut le tirer vers l'arrière comme ça, en le tenant par le menton là pour le faire sortir. Zayn et Jey Uso, comme par hasard, se trouvent aussi là. Ils se trouvent en tant que participants dans le Rumble. Et ils sont tiraillés parce que Voldemort était dans leur team au War Games. Et qui leur a permis de gagner en plus. Et Zayn, il avait promis justement de ne pas se mêler de la guerre entre Rollins et Voldemort. Et finalement, ni Sami, ni Jey n'agissent. Et Zayn, là, pendant le match, il rappelle vite fait à Rollins qui lui avait promis de ne pas s'en mêler. Hein, il l'avait dit. Du coup, Rollins, il tombe à la renverse comme ça, et il se fait éliminer par Voldemort. Les deux se battent, alors évidemment à l'extérieur, ça continue de se battre. Drew va se moquer à Raw ensuite, un peu plus tard, des soi-disant amis hein, de Rollins, qui n'ont même pas cherché à l'aider au Rumble. Hein. Sami et Jey disent alors tour à tour à Rollins qu'il faudrait qu'il passe à autre chose avec Voldemort, car il n'est pas si terrible que ce que Rollins prétend, hein, c'est ce qu'ils disent. Donc on va dire que Jey et Sami ont tendance à défendre Voldemort. Rollins ne le prend donc pas très bien. Ils sont de plus en plus que Sami et Jey donc défendent Voldemort plus que Rollins. On a un acte 3, donc à l'Elimination Chamber. Alors avec donc pour moi un match number one contender pour affronter Gunther à Mania. Mon plateau, alors c'est pas facile à prédire parce qu'il en faut quand même 6. Mon plateau là, à ce moment-là, ce serait Sami Zayn, Jey Uso, Drew McIntyre, Seth Rollins, John Cena et Voldemort, hein, puisque Cena, on sait qu'il va être présent à l'Elimination Chamber, pas forcément dans le Chamber match en lui-même, mais en tout cas il sera dans le show. Mais ça peut être quand même l'occasion, pourquoi pas, de devenir challenger. Et donc ça fait quand même plutôt du star power, ça fait un bon plateau quand même pour ce Chamber. Et donc Rollins, il est toujours, le problème c'est que Rollins, lui, il intervient vraiment tardivement dans le match, puisqu'il est toujours dans son pad,
c'est toujours pas à son tour de sortir, et il assiste, impuissant un peu, à des séquences, mais on voit que ça combine tantôt bien, on va dire, entre Jay et Voldemort, et tantôt bien entre Sammy et Voldemort, quoi. Ça combine bien, donc là ça l'énerve, et ça va repartir de plus belle entre Rollins et Voldemort, hein, à un moment donné, quand les deux seront face à face. Voldemort va sortir Rollins, il va l'éliminer du match, et pour se moquer de lui, il va lui faire le signe 3 avec les doigts, là, parce que quand même ça lui fait un 3-0, là, en peu de temps, hein. Après le Rumble, enfin, après Netflix et après l'Euro de Netflix et le Rumble, ça fait quand même du coup 3 fois, là. Rollins, du coup, ça l'énerve encore plus. Il va demander à Jay et à Sammy là, de le venger, voilà. Parce qu'ils sont encore en course dans le match. Ils sont gênés là tous les deux, mais ils font toujours rien. Ils font toujours rien parce qu'ils sont toujours tiraillés aussi par rapport à eux. Ils ont une plutôt bonne réaction avec Voldemort, hein, surtout depuis le War Games. Du coup, ils n'agissent pas. McIntyre va s'en charger, lui, par contre. Il va éliminer Voldemort avec un Claymore. Alors, je ne dirai pas tout de suite qui a gagné le Chamber, parce que sinon, ça spoilerait une affiche pour plus tard. Donc, je ne dirai pas qui. Et dans l'Euro qui suit, Rollins va passer devant Drew, là, qui sourit un peu là pour se moquer de lui. Drew se moque de lui. En disant à Rollins que ses affaires avec Voldemort l'ont autant rendu fou que lui à l'époque, et qu'il ferait mieux finalement de s'en prendre à Sammy et à Jay, comme lui-même l'a fait, hein, dans le passé, et comme on l'a pu le voir dernièrement. Drew dit à Rollins, tu vois bien, hein, qu'ils sont pas tes vrais amis là, comme tu le prétends. Voilà, ils t'aident pas, quoi. On l'a vu au Rumble, là on revoit au Chamber, ils t'aident pas, quoi. C'est pas des vrais amis, ça. Et Drew va alors pousser Rollins dans ses retranchements pour aussi attaquer les proches de Roman. Voilà, il va un peu le pousser aussi. Il dit aussi à Rollins qu'il a sorti lui-même Voldemort quand même au Chamber, et qu'il l'a vengé, hein, lui. Lui, il l'a vengé, et qu'il ferait mieux de lui faire confiance plutôt qu'à Sammy et à Jay. Donc Drew ajoute qu'en s'en prenant aux amis, aux proches de Roman, ça va l'aider à mieux encaisser ses défaites face à Voldemort, et il se sentira bien mieux après dans sa tête, quoi. Comme Drew actuellement, hein, qui s'est senti beaucoup mieux en les attaquant tous, là, après sa déconvenue, lors du Hell in a Cell face à Voldemort, justement. Et puis, Drew dit qu'en éliminant Voldemort, il ne pourra pas avoir de match de championnat à Mania, hein, du coup, vu qu'il a été sorti donc, du coup, du Chamber. Il a pas de match de championnat à Mania. Ça, c'est ce qu'il disait à ce moment-là. Hein. À ce moment-là, il n'avait pas encore sorti sa carte Joker, hein, dans mon scénario, hein, évidemment, dans la chronologie des événements. Donc, pour l'instant, Drew, il dit il a pas de match de championnat à Mania. Donc, voilà, ça le brise dans son élan. Donc, Rollins peut au moins se sentir tranquille de ce côté-là. Voilà, c'est ce qu'il lui dit. Mais Rollins ne veut pas faire ça. Voilà. Il répète à Drew que c'est ses amis, Sammy et Jay. Drew lui rétorque: ah, les mêmes amis qui ne t'ont pas sauvé au Rumble, qui ont collaboré avec Voldemort au Chamber, sans chercher à te venger ton élimination, t'appelles ça des amis, quoi. Là, Rollins donc va pas dire un mot, et puis Drew va s'en aller, quoi. Voilà. Mon plan de dégraine. Mais on apprendra quand même plus tard que Voldemort va enfin demander donc sa faveur, comme je le disais, à Ayman en affrontant Reigns pour le titre de Paul Heyman Guy exclusif. Et c'est ce qui va provoquer finalement le turn de Rollins. Et oui, parce que pour moi, il y a un heel turn de Rollins qui va arriver. Qui va finalement attaquer Sammy et Jay devant une foule médusée là, et Drew va arriver ensuite pour applaudir, le sourire aux lèvres, et Rollins va dire plus tard que Voldemort finalement c'est le diable incarné. Il a réussi à bien mener sa barque, hein, avec cette faveur. Il est peut-être même plus diabolique que Reigns lui-même, et c'est donc ce diable que Jay et Sammy ont voulu défendre, hein, plutôt que moi, hein, Rollins. Le nouveau duo infernal, du coup, Drew et Rollins, promettent se débarrasser de Jay et de Sammy à Mania, hein, puis ensuite de reprendre leurs routes respectives pour se consacrer à la quête du titre poids lourd, hein, d'autant plus que si Voldemort battait Reigns à Mania, et donc devenait Paul Heyman Guy officiel, il ferait un pas important donc vers le titre, et la route de Rollins, comme celle de Drew, risque alors de retrouver celle de Voldemort, hein, ce qui serait un élément de motivation supplémentaire pour chacun d'entre eux, car les deux ont une revanche à prendre sur Voldemort. Voilà. Donc voilà un peu toute l'histoire. Il y a finalement, c'est de retrouver un peu une histoire similaire à celle de McIntyre, mais cette fois-ci du côté de Rollins.
Euh, avec toujours finalement, toujours il y a la Bloodline qui est toujours là, mais il y a aussi Voldemort qui aussi joue son rôle. Et finalement, c'est un peu pareil, ça qu'avec Don McIntyre, c'est que ça les pourrit de l'intérieur. Rollins, ça va le pourrir de l'intérieur, pareil. On a aussi un peu ça du côté de Kevin Owens, où là, c'est plus vraiment lié à tout ce qui était aussi autour de la Bloodline, mais c'est encore de la Bloodline là. Mais là, bon, là, cette fois-ci, c'est surtout, enfin, il y a surtout la Voldemort qui rentre en ligne de compte. Ça pourrit de l'intérieur, et puis bah, finalement, McIntyre va le pousser là, un peu à se réveiller et à trouver son bon combat, quoi, son juste combat. Et oui, donc en Rollins, qui est face depuis un bon moment maintenant, donc ça me choquerait pas qu'on le revoie en heel. Euh, voilà, à un moment donné, il faut pas trop tirer sur la corde. Son thème, on commence à bien le connaître, les oh 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 machin, c'est bon. Ça va 5 minutes. I am a visionary, I am a revolutionary, I am Seth freaking Rollins, ça va 5 minutes aussi. Donc, à nouveau, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup renouvelé, mine de rien, Rollins, hein, la VVE. Donc, ça peut être encore l'occasion de changer de personnage, de personnalité, peut-être même de garde-robe. On verra. Ce n'est pas forcément une équipe qui va durer. Hein. Moi, je vois même pas ça comme une équipe. Hein. Je n'ai même pas envie de les baptiser et tout ça, de leur donner un nom. Pour moi, c'est pas une équipe qui va jouer ensuite pour aller rechercher les titres, hein, qui va aller chercher les titres. C'est juste une association de circonstances. Et puis après, comme je disais, chacun partira vers sa mission, d'aller retrouver le titre, quoi. Donc, et puis ça permet aussi de les caser tous les quatre, parce qu'on ne peut pas se passer de ces quatre-là, je pense, à Mania, quoi. Voilà, là, donc ce sera un bon match. En termes de catch, on a ce qu'il faut. En termes de storytelling, on sera bien. Donc, voilà, ça peut être... pourquoi pas, peut-être, pourquoi pas un main event de nuit 1, hein. Ça va jouer entre ça et puis du coup peut-être Voldemort et Roman Reigns, quoi. Peut-être que c'est plus Roman Reigns et Voldemort vu l'enjeu. Ça pourrait être plus ça. Voilà, donc ça c'est, on va dire, la fin de mes 7 matchs sans titre en jeu. Mais il y a quand même quelques stipulations, comme vous avez pu le voir. Maintenant, on va passer aux vrais enjeux, là, cette fois-ci. 7 matchs pour les titres. Et on va commencer par ce match tag entre les War Raiders, toujours champions par équipe World Tag Team Champions du côté d'Euro. Ils viennent de les prendre, les titres là, hein. Mais ils seront toujours là avec les titres pour affronter les New Day, le nouveau New Day, on va dire, le New Day, Hill évidemment, qui ont vraiment maltraité la Biggie là, qui l'ont pris vraiment, ça s'est pas bien passé du tout lors du segment anniversaire. C'est pour ça que là, je les ai mis un peu avec de l'IA. Hein. Je les ai rendus un peu plus bad guys, un peu plus inquiétants. Voilà, avec une nouvelle attitude. Voilà, merci l'IA pour ça. Hein. Bon, ça aide. Hein. Faut reconnaître. Mais on utilise un peu les moyens d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est juste pour le fun. Hein. Voilà, en tout cas, le New Day, ils remontent leurs ambitions. Ils n'ont pas touché au titre depuis longtemps. Donc je pense que c'est l'occasion avec ce turn de les remettre un peu sur le devant de la scène dans la division tag et puis bon bah face aux champions actuels, quoi. Voilà, je pense que j'espère qu'ils seront quand même encore champions d'ici là, voilà, parce que c'est vrai que ça tourne souvent les titres tag, on les voit pas forcément tout le temps mis en valeur, pas toujours très défendus, notamment on l'a vu avec Judgment Day, avec Balor et McDonough. Donc j'espère qu'il y a un peu plus de défense de titres. C'est une équipe qui fonctionne bien, War Raiders quand même, qui tourne bien dans le ring. Faut encore que ça prenne un peu avec le public, c'est pas toujours ça, on va dire. On est plus sur le War maintenant, on est moins sur l'aspect viking, même dans les looks. On verra si ça fonctionnera davantage. Mais en tout cas, voilà, c'est une suite qui peut tout à fait arriver. On l'a déjà vu dans le passé. Je me rappelle du Viking Wars match, hein, mais dans ce décor de Viking là qu'ils avaient fait à SmackDown, qui était très cool. C'était déjà une feud entre les deux équipes. Hein. Mais voilà, on peut le refaire quand même de nombreux mois après. Hein, on peut refaire une même feud quand même. Hein. Et puis là, les alignements ont changé. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai pas forcément besoin de développer davantage. J'ai pas d'arguments, je dirais, sur les explications de pourquoi les deux s'affrontent. Mais c'est surtout voilà, par rapport aux push je pense qu'ils vont recevoir le New Day en équipe cette fois-ci. Pour l'instant, ils n'ont pas trop catché. Hein. Ils n'ont pas catché d'ailleurs en tant que heel pour l'instant. On les voit backstage. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Ils se sont fait huer. En tout cas, la hit est là. Ça, c'est sûr que ça fonctionne bien. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à ce scénario. Je pensais qu'il y allait avoir un turn de l'un sur l'autre. Finalement, voilà, ils nous ont pris de court. Au moins, c'est bien.
Il y a une surprise qui arrive avec Triple H. C'est pas le résultat d'un match, mais au moins c'est dans un scénario, c'est déjà ça. Et bon, ben, pour Biggie, je sais pas du tout s'il pourra revenir sur le ring un jour. Hein. Pour l'instant, il dit, alors ça faut toujours faire attention à des catcheurs, ils peuvent mentir, mais il dit qu'il est pas cleared, quoi. Voilà, toujours pas. Donc on verra. Mais bon, de toute façon, je le vois pas. J'avais pensé voir un Biggie contre l'un des deux là, à Mania, mais bon, pourquoi l'un plus que l'autre? Bon, voilà, j'ai abandonné. Et je me suis dit que bon, que ça allait être quand même compliqué de revoir Biggie dans un ring, donc pour l'instant je l'ai mis de côté. Mais le public a quand même vachement bien réagi en huant donc le New Day et puis en soutenant Biggie. Donc bah, ça serait frustrant finalement de voir que le public il adhère vraiment toujours autant à Biggie, mais que qu'il puisse toujours pas le lutter quoi. Donc on verra si ça sert à quelque chose. Si c'est juste pour servir ou turn de New Day, bon, ça serait un peu frustrant quand même. Hein. Mais en tout cas, le match serait bon. Ce serait un bon petit match tag, voilà, qui pourrait avoir vraiment son utilité dans une carte de Mania. Voilà, donc et puis je pense peut-être le sacre des New Day, des nouveaux New Day, du New Day en version heel. Après, voilà, un run de 3-4 mois de la part des War Raiders. Ça me semblerait pas déconnant de le faire. On va passer au match suivant. Match comptant pour le championnat des États-Unis. Voilà, un multiman match. C'est le seul match vraiment multiman que j'ai mis sur cette carte. C'est un ladder match, comme vous pouvez le voir sur le décor. Donc pour le titre des États-Unis, donc entre le champion LA Knight, et oui, qui reprendra du coup son titre contre l'ancien champion désormais Nakamura. Et puis bon en fait, c'est la mid-card de SmackDown, actuelle ou pas tout à fait actuelle. Il y a du Andrade, il y a du Melo, du Braun Strowman qui a officiellement rejoint SmackDown, donc je le mets aussi dans le plateau, et Santos Escobar qui est aussi là. Et j'ai rajouté Wesley, là c'est un peu plus pour la fantasy, parce que ça commence à faire un petit moment qu'il est à NXT. Je pense qu'à un moment donné il va faire le tour, parce que SmackDown, on le sait, va passer à 3 heures en 2025, que donc on a plus de temps d'antenne, que donc il faut renforcer son roster, et notamment la mid-card, et que du coup, il va falloir à un moment donné renforcer ça et donc passer par ce qu'ils ont du côté de NXT quoi. Donc du call-up quoi, un call-up. Et donc Wesley pour moi, voilà, je pense qu'il est prêt à faire le grand saut. Et il apportera sa folie, son catch un peu champagne dans une division mid-card qui sera renforcée grâce à lui, je pense. Hein. Ça pourrait être un très bon atout pour le main roster du côté de SmackDown. Voilà, il serait bien, et je pense qu'il serait bien à SmackDown. Donc voilà, ça c'est pour la folie. Et puis bon, comme il est assez spotty, dans un ladder match, ce sera très bien. Il connaît un peu Melo quand même, il a eu des interactions avec lui à NXT. Ça peut faire des bons spots. Andrade, il connaît ça très bien. Escobar, il connaît ça aussi. Voilà, et puis on a d'autres gabarits, on a comme Strowman, on a du Nakamura, et donc LA Knight, qui pas forcément le plus aérien du lot, mais qui serait champion, parce que pour moi, je répète ce que je disais, c'est que pour moi, j'ai été très surpris par la victoire de Nakamura aux Series, ça c'est sûr, mais pour moi c'est juste pour nous frustrer un petit peu, pour nous prendre par surprise, et pour qu'il y ait quand même un petit parcours un peu avec quelques anicroches pour LA Knight. On l'a vu d'ailleurs qu'il s'est fait attaquer par Nakamura vendredi. Donc du coup, ça veut dire que la feud est continue. Elle n'est pas finie, c'est bien ce qui me semblait. Je pense que c'est comme il va aller à la Noah au Japon, Nakamura, en début janvier. Je pense que le but c'est qu'il se pointe avec la ceinture des États-Unis, voilà, pour faire un peu de pub pour la VVE. Il se pointe avec le titre, voilà. Et puis du coup, la feud va continuer encore pendant quelques temps, mais à un moment donné, je pense que LA Knight va récupérer le titre parce que son run fonctionnait bien. Il est toujours autant ouvert auprès du public, donc pour moi, ça n'a pas trop de sens de lui retirer le titre comme ça et qu'il n'y ait rien derrière. Parce que de toute façon, comme je disais, je l'avait déjà dit, il s'est bouché au niveau du titre suprême, donc je ne le vois pas sur un titre suprême. Donc pour moi, ça n'avait pas trop de sens. Donc je pense que c'est juste un incident de parcours, mais qui finira par reprendre le titre US à Nakamura en janvier, peut-être en février ou plus tard, mais voilà, pas trop longtemps. Donc, il reprend le titre et puis bon, un peu facile, mais ça donne de la place à plein de gens à Mania. Voilà, ça permet de récompenser, de dire merci et de donner une opportunité à un max de monde. Voilà, c'est du Triple H tout craché. Voilà, on donne, on offre, mais on mérite aussi quand même. Hein. Il faut mériter aussi. Voilà, donc un plateau quand même assez varié. On n'a pas forcément des gros spécialistes comme avec LA Knight et Braun Strowman, et même Nakamura, mais
on a des spotters, on a des latinos qui pourront faire le taf pour nous offrir du spectacle et des super moves, des super manœuvres. Et je pense que ça peut faire un match spectaculaire. Un ladder match, voilà, bah c'est bien un Mania, un petit ladder match. Là, on n'en a pas eu tant que ça dernièrement, donc moi j'aimerais bien. Et voilà, puis le but c'est pas de faire un pronostic, c'est juste d'exposer un peu la carte. Donc j'ai pas de pronostic à faire. Surtout que ce match n'est pas officiel du tout. Donc voilà, c'est pour aussi exposer un peu la mid-card, la présenter un peu, leur donner des récompenses et puis faire des spots. Voilà. Et bien, faire un peu lever le public, quoi. Alors on a eu les ladder match pour les titres, les deux titres tag là, on l'a eu ça cette année. Mais on peut en refaire un cette année. C'est pas impossible. On n'a rien interdit de faire un ladder match un an après, quoi. Voilà. Puis là c'est pas pour les titres tag, donc c'est encore autre chose. Voilà, en tout cas pour moi le titre US. Donc ce serait pas pour SmackDown, mais plutôt pour Mania. On passe au match suivant. Braun Breaker contre Logan Paul, et oui, pour le titre intercontinental. Donc, Braun Breaker, toujours champion pour moi. Voilà, pour moi, il n'y a pas de raison, parce que pour l'instant, ça fonctionne bien. Et ce petit intermède là, avec lorsqu'il a perdu le titre contre Jey Uso, mais c'était pour le bien de la storyline qui a amené au War Games. Voilà, il l'a repris. Maintenant, je pense qu'il va garder ce titre pendant un petit moment, au moins jusqu'à Mania. Et donc lors du kick-off, qu'on a pu voir, le kick-off de Netflix qu'on a eu, qui a eu mercredi cette semaine, bah oui, on a vu que Logan Paul était venu. Il a été annoncé comme membre du roster de Raw. Voilà, j'ai pas plus d'arguments, je dirais, mais je me suis dit, bon, bah, Logan Paul, bon, tu le mets du côté de Raw, il y a Netflix, il y a Mania, bah tu vas le mettre, quoi. Tu vas le mettre sur ta carte, Logan Paul, c'est obligé, voilà, il y a de la notoriété. Donc tu le mets sur une carte de Mania, c'est sûr. Et puis histoire de le mettre un peu sur autre chose. On l'a pas encore vu tourner autour du titre intercontinental. Il a porté le titre US. On l'a vu même face à Roman Reigns. Et donc là, ça sera un autre titre mid-card. Donc du coup là, cette fois-ci intercontinental, face à quelqu'un qui a bien démarré dans le main roster et qui fonctionne bien auprès du public, Braun Breaker, qui est plutôt twinner, donc il peut fonctionner aussi bien en heel qu'en face. Et ça fonctionne, quoi. Les gens aboient, voilà, ça fonctionne, c'est pas plus compliqué que ça. Son in-ring est solide, il y a du charisme, et voilà, quoi. Et ça peut être un match, franchement, qui peut être une bonne surprise dans un WrestleMania. Voilà, ça peut être, s'il faut bien le placer sur la carte, ce match aussi. Mais pour moi, ça peut être aussi un très bon match, avec, je pense, assez complémentaires les deux. Et on peut avoir vraiment quelque chose d'intéressant. Et moi, ça me donne envie. Et le match est inédit en plus. Donc voilà, il faut de la Mania, c'est aussi, il faut un peu de fraîcheur. Voilà, il faut un peu quelques affiches nouvelles, quoi. Et donc celle-là en est une. Et puis au micro, ça peut bien fonctionner aussi entre les deux. Avec du brawl, bien entendu, parce que c'est Triple H. Donc le brawl, il y en aura. Et du coup, en promo, ça peut faire quelque chose de pas mal aussi. Avec des bonnes punchlines. Peut-être qu'on pourrait avoir un peu à l'image de ce qu'a fait Theory là, avec Braun, peut-être avec Braun, cette fois-ci pas Breaker mais Braun Strowman, un Logan Paul qui se moquerait peut-être un petit peu du côté un peu, voilà, les biceps mais pas trop le cerveau, hein. Il pourrait peut-être partir de ce côté-là, Logan Paul, pour s'attirer de la hit, et faire la même chose pour Breaker. Bon, ça c'est pas très original, mais ça peut être un angle à prendre éventuellement. Mais voilà, pour moi, alors il n'y a pas vraiment d'argument pour dire pourquoi ce match-là, mais ça peut, il faudra bien un match pour le titre intercontinental, je pense à Mania. Et comme Braun Breaker, je le vois encore conservé, je le vois encore là, Mania avec le titre, il faut lui trouver un adversaire. Ça peut être un heel, ça peut être un face, hein, les deux pourraient marcher. Donc là, je suis pas parti sur du Sheamus. Pour l'instant, l'idée de le voir Grand Slam, elle m'est un peu passée, ça m'est un peu passé là depuis qu'il l'a perdu la dernière fois. Kaiser, faudra voir. Bon, pour l'instant, on verra. Il va sûrement revenir aussi à un moment donné, mais ça pourrait être un multiman aussi. Hein, mais bon, il y a tellement de scénarios possibles, de possibilités de cartes. Voilà, c'en est une parmi tant d'autres. Voilà, moi je propose celle-là. Moi je trouve que ce match pourrait être très intéressant. On va passer au match suivant. Nia Jax contre Tiffany Stratton pour le WWE Championship, Women's Championship. Évidemment, ce match pour moi, il est assez clair depuis très très longtemps. Je pense que vous l'avez aussi en tête depuis un moment, depuis qu'il y a cette association
que Stratton a pris la mallette. Franchement, pour moi, c'était l'autoroute, quoi. Pour moi, j'ai pronostiqué la victoire de Stratton au Money in the Bank. C'était aussi pour ça, pour raconter quelque chose avec dans la relation avec Jax, teaser un heel turn, enfin teaser un cash-in, pardon. Et ce que le public explose, quoi, lorsqu'il avait caché. Alors, je vois, il n'y a pas de mallette sur le visuel et c'est normal. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment elle va faire? Comment est-ce qu'on va se débrouiller pour avoir quand même un match de championnat entre les deux, alors que elle avait quand même sa mallette à la base. Est-ce que ça veut dire qu'elle a foiré? Ça peut être un scénario d'ailleurs. Elle a foiré son cash-in, mais elle va quand même se démerder pour avoir une nouvelle chance. Ça peut être... Pourquoi pas. Mais moi, je suis parti sur une autre idée qui est finalement très simple, mais qu'on n'a pas vu de mémoire, qu'on n'a pas vu, me semble-t-il, chez les femmes encore. C'est un cash-in annoncé à l'avance. On l'a déjà vu chez les hommes. On l'avait vu avec Cena, on l'avait vu avec Strowman même. Les cash-in annoncés à l'avance, bah oui, alors ça fait pas le même effet évidemment qu'un cash-in surprise, hein, évidemment, c'est pas pareil. Mais ça peut arriver. Et Stratton peut être du genre à faire ça. Voilà, elle a tenté hein, des eu du teasing, mais à un moment donné, parce qu'elle en a marre, elle dit mais je veux t'affronter à Mania, et là, mais je vais le faire dans les règles de l'art. Voilà, je vais t'affronter et je cache ma mallette là. Voilà, on y va quoi, on y va et voilà quoi. Et puis bon, bah, le face turn de toute façon, il est quasi acté, hein, mais on va dire pas officiel, mais quasi acté. Donc ça va très très bien fonctionner. Hein. Donc dans ce match, il y aura énormément de soutien envers Stratton. Je pense que ce sera le bon moment pour prendre le titre. Et puis clôturer un peu cette histoire au long cours. Hein. Quand même, hein, ils ont raconté ça au long cours. Ça, on peut pas dire le contraire. Donc, ça sera pas forcément du grand catch. Ou si à nouveau dans le ring, ça sera pas un chef-d'œuvre. Mais il y a tellement de storytelling. On nous l'a tellement buildé ce match que bah oui, bon, pour moi ça donne quand même un peu d'intérêt ce match. Et voilà la récompense quand même tant attendue, je pense pour Stratton. Hein. Faut la féliciter, c'était l'une des meilleures performeuses là aussi du côté du Wargames. Donc voilà, faut la féliciter pour son travail. Et je pense que là, voilà, on continue de mettre de la hit. Hein, on l'a vu encore avec Candice LeRae. Voilà, voilà, mais c'est le travail nécessaire pour la soutenir, quoi, pour se ranger de son côté. Pour l'instant, Candice LeRae, voilà, on l'a mise pour ça, pour s'attirer de la hit, et ça fonctionne bien. Donc voilà. Donc pour moi, puis on a vu encore bah oui, le petit problème, là, ce qu'elle est arrivée avec la mallette là vendredi, puis bon, bah, il y a eu un choc. Du coup, elle avait la mallette, Nia Jax, puis ça, du coup, elles ont perdu leur opportunité, Candice et Nia Jax pour les titres tag. Mais on raconte les choses, on continue, voilà. Une pierre par pierre. Moi, je vous avais dit, hein, j'avais peur que ça aille trop vite. Hein, j'avais dit que ça allait trop vite, la dégradation de la relation entre les deux. Heureusement, ça s'est peu calmé. Il y a eu Candice après. Et du coup, on raconte encore les choses, mais maintenant, on prend un peu plus son temps, et ça me convient bien. Je ne trouve pas que la storyline soit trop longue. Hein. Il y en a qui sont trop longues. Celle-là, ça va, parce que le turn n'est pas officiel, en quelque sorte. Si le turn avait eu lieu déjà depuis un moment, enfin, ce serait pas drôle. Et là, justement, il faut faire monter la sauce jusqu'à ce que ça change et que Stratton devienne vraiment face. Et puis là on passe encore à une autre étape. Du coup, ce qui fait qu'on ne va pas forcément se lasser tout de suite. Donc, parce qu'il y aura encore eu des évolutions. Donc là, pour l'instant, on est dans la frustration et c'est normal. Voilà. Et à un moment donné, ça va payer. Et on racontera bien les choses. Et voilà. Donc pour moi, donc, le cash-in, ça sera plus un cash-in, je dirais, sincère. Annoncé à l'avance. Voilà. Pas derrière le dos. Voilà. On profite pas des miettes. Et voilà. Donc c'est tout à fait réalisable d'avoir ça. Hein. Tout à fait possible d'avoir ce cash-in comme ça. Voilà. On va passer maintenant au match suivant. Bah, l'autre match féminin, à savoir Rhea Ripley, et contre, alors, pour moi, celle qui va gagner le Rumble, voilà, celle qui gagne le Rumble, Charlotte Flair. Et oui, Charlotte Flair qui gagnerait dans mon scénario le Rumble pour son grand retour. Et oui, elle fait son grand retour au Rumble, pour moi, et elle s'impose le coup de maître. Son retour, elle fait le combo, la retour plus victoire au Rumble, retour triomphal et vraiment, dévastateur pour Flair. Une affiche qu'on connaît très bien, les deux se connaissent bien. Rhea
bah, comme vous pouvez le voir, elle a à nouveau sa ceinture. Parce que bon, comme je le disais tout à l'heure, il ne fait guère de doute qu'elle va reprendre le titre à Liv Morgan lors du Raw sur Netflix quand même, parce que je vois pas comment il pourrait en être autrement. Franchement, là, voilà, Rhea reprend le titre. La feud avec Morgan, elle a plus que duré. Il faut passer à autre chose. Voilà. Moi, mon autre chose, c'était Morgan avec le Judgment Day et puis donc Wyatt Six. Voilà. Donc maintenant, il faut trouver un adversaire à Rhea. Flair va revenir. Voilà, elle gagne. Au début, je l'avais mise comme potentielle agresseuse de Cargill. J'ai abandonné le plan parce que voilà, pour moi, tout le plan que j'ai exposé tout à l'heure me paraissait faire plus de sens. Et voilà, donc alors c'est pas une affiche fraîche, certes, mais bon, ça fait un petit moment, donc ça va. On l'a pas vu depuis plus un certain temps. Et puis ça ferait quand même, bah oui, ça ferait un troisième Mania hein, entre ces trois-là, puisque on a eu le WrestleMania 36. De triste mémoire, on va dire, hein, à huis clos pendant la pandémie, où elle avait gagné le Rumble déjà, Charlotte, et elle a un peu, à la surprise générale, décidé d'affronter, de challenger la championne de NXT. À l'époque, à ce moment-là, c'était Ripley. Donc ça, c'était déjà la première fois, et victoire de Charlotte, hein, oui, qui avait pris le titre NXT à ce moment-là. Flair avait gagné entre guillemets la première manche de Mania entre les deux, et il y a eu le match de Mania 39 qui pour moi le meilleur match féminin de chez VVE à ce moment-là, hein, l'année dernière du coup en 2023, c'était le Mania 39, le fameux match donc entre Charlotte et Rhea pour le titre de SmackDown. Victoire cette fois-ci de Rhea, voilà, on se souvient du gros Riptide là, ça fait un partout. Donc ça peut aussi être un argument pour dire ah bon ben on va faire la belle maintenant dans un troisième Mania entre nous. Voilà, ça peut se raconter. L'envie donc forcément Flair elle revient, elle veut gagner le Rumble, elle veut reprendre le titre parce que quand on est Charlotte, on veut reprendre des titres, on veut gagner, on veut de l'or parce qu'on se croit la meilleure quoi. Donc ça raconte des choses. Rhea a beaucoup évolué, beaucoup grandi depuis, notamment même depuis déjà 39, entre Mania 39 et aujourd'hui, il y a quand même Mania 41 qui va avoir lieu, donc deux ans après, il y a eu beaucoup d'évolution pour Rhea, et des attitudes différentes. On verra donc comment sera Flair. Dans mon esprit, comme là, Rhea est face, j'ai plutôt envie de dire que Charlotte sera heel. Et ça lui va mieux d'ailleurs. Hein, vaut mieux Charlotte heel. Hein. Elle est bien plus convaincante en heel qu'en face. On verra aussi les interactions pour le Rumble. Hein, parce que forcément on peut raconter des choses. Becky peut revenir. On peut avoir des interactions Becky-Charlotte. Voilà, pour faire popper la foule. Ça c'est forcément... Enfin on va pas recommencer à faire du storytelling et du fantasy booking pardon, sur le Rumble. Hein. C'est pas l'objet ici. Mais en tout cas, voilà, bon, c'est une affiche qui donne envie, du storytelling, parce que forcément les deux se connaissent bien, il y a des antécédents, on pourra faire un beau vidéo package avec leur confrontation donc des deux maniaques dont j'ai parlé, et voilà quoi. Voilà, donc ça peut être une grosse affiche potentielle pour Mania, mais je pense que Flair, on va la revoir au Rumble à mon avis, hein. Voire peut-être déjà dès l'Euro sur Netflix, on sait-on jamais, mais en tout cas là elle va revenir, on sait qu'elle est très très proche du retour. On va passer maintenant au match suivant qui pour moi du coup sera l'un des deux gros matchs, hein, alors qui sera pas sur la nuit, à mon avis ce sera la nuit 1 plutôt, ce sera Gunther contre John Cena, et oui, pour le World Heavyweight Championship, et oui, puisque du coup, pour moi, dans mon scénario, du coup, ce serait John Cena, donc que j'avais mis comme participant à l'Elimination Chamber, ce serait Cena qui gagnerait sa chance pour devenir le challenger, donc officiel de Gunther à Mania. J'ai hésité, hein, j'avoue même que j'étais parti complètement sur autre chose, j'avais même destitué Braun Breaker du titre intercontinental, je l'aurais même donné à quelqu'un d'autre, et je l'avais donné vainqueur du Chamber pour avoir un Gunther Breaker. Bon, j'ai changé d'avis, je suis parti là-dessus, pour le symbole d'avoir un Cena à nouveau, où on teaserait son fameux 17e titre.
pour battre le fameux record de Flair. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que la BVE le dit, reconnaît les choses. Voilà, c'est style chacun. Voilà, ce fameux 17e titre pour sa dernière année, son baroud d'honneur, hein, comme on peut le voir sur son t-shirt. The last time is now. John Cena Farewell Tour. Et face à quelqu'un qui est tout à fait le type d'adversaire à la Cena, donc l'étranger, le grand le grand méchant qui n'aime pas les Américains, en gros. Ce serait vraiment ce serait même à la Vince, hein, d'ailleurs. En tout cas, Vince serait tout à fait capable de booker ce match. Voilà, et ça, c'est inédit. Ça a forcément ses vendeurs. C'est maniaesque. Donc pour moi, ça correspond tout à fait à un match de Mania, quoi. Moi, mon but, c'est pas de le voir champion, hein, Cena, hein, c'est pas ce que je veux voir. Moi, je fais juste du fantasy booking sur un match potentiel. Voilà, après, ça veut pas forcément dire que c'est ce que je veux, c'est pas forcément dire que je veux que Cena gagne. Voilà, moi, c'est une idée, voilà, une proposition. Donc, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait arriver. Donc c'est pour ça que j'en parle. Voilà, puis en promo, ça peut donner quelque chose, hein, puisqu'on voit quand même que Gunther, je trouve qu'il est de plus en plus à l'aise au micro. Ça, c'est une bonne chose. Donc, Cena, de toute façon, il va être beaucoup présent. On sait il aura beaucoup de présence en 2025. Donc, pour Builder Mania, il n'y aura aucun souci, il sera là. Il sera présent. Donc, il y aura des promos. Il y aura du brawl, évidemment. La relation avec Kaiser, qui sera certainement encore dans les histoires. Voilà quoi, il y a de quoi faire des bonnes choses. J'espère que les promos, il y aura quand même du contenu et des choses à raconter. Voilà, qu'on va pas trop s'emmerder. Mais ça reste une affiche de, je dirais, bankable pour Mania. Donc voilà, moi je propose Gunther contre Cena. Pas Cena vainqueur du Rumble. Pour moi, faut pas que Cena gagne le Rumble. Mais en tant que challenger, en gagnant le Chamber. Voilà, pour moi, c'est tout à fait réalisable. Et on passe au dernier match de cette carte qui, pour moi, donc serait le main event de la nuit 2, donc le match le plus important finalement de cette édition de Mania 41. Eh bien, ce serait Cody Rhodes contre le Rock. Et le Rock, alors, c'est pas ce que je veux, hein. Je le dis tout de suite, c'est pas ce que je veux, mais ça reste du domaine du possible. Ce serait le Rock en vainqueur du Rumble, et oui. Il n'a pas besoin de ça pour moi, hein. Il peut affronter, il peut challenger quelqu'un pour le titre, il n'a pas besoin du Rumble. Mais voilà, dans mon scénario, oui, il peut gagner le Rumble parce il fallait que Cody ait un adversaire. Orton, Owens, pour moi, ils seront occupés tous les deux. On ne peut pas faire un Reigns Cody numéro 3 années d'affilée. Donc c'est pour ça que j'ai mis Reigns sur quelqu'un d'autre. Je n'ai pas mis de triple threat. J'ai voulu quand même vraiment écarter finalement Reigns de Cody, quoi. Qu'on les mette pas ensemble 3 années d'affilée. D'autant plus que l'année dernière, il a même fait le coup double, hein. On a quand même eu deux mini-events qui impliquaient Reigns et Cody l'année dernière. Enfin cette année, hein. Quand je dis l'année dernière, c'est cette année. Donc ça fait beaucoup là entre Cody et Reigns. Donc j'ai envie de ne pas voir ces deux-là ensemble dans un même mini-event de Mania. Donc je suis passé par cette solution qui était l'une des solutions possibles, forcément, pour Cody, c'est à un moment donné de croiser la route du Rock, ou du moins de la recroiser. On se souvient quand même donc on a vu de ce qui s'est passé donc à Mania, justement, la Mania nuit 1. Bah oui, c'est étonnant, mais le Rock avait quand même battu le Cody lors de la nuit 1. Il avait fait le tomber sur lui. Pour moi, c'est pas un hasard. Ça le légitime, entre guillemets, pour affronter Cody pour le titre à un moment donné. Le fait qu'il ait fait le pin sur lui, hein, pour moi, c'est pas le fruit du hasard. Voilà, ça c'est déjà une première chose. Et donc, il y a eu ce fameux lendemain, enfin le lendemain, oui, à Raw, le segment où il est venu le revoir une dernière fois, Rock qui est venu revoir Cody une dernière fois. Il a voulu porter la ceinture, quand même. Il y a un petit échange de ceinture. Bon, là, il y a sa ceinture là, spéciale Mohamed Ali, là, que j'ai mise aussi sur le visuel. Il se balade avec. Il y a eu un petit échange de ceinture. Voilà.
il avait envie quand même de toucher à ce titre. Voilà, le rock, donc ça donnait aussi, ça disait un peu quelque chose. Et puis il lui a dit une dernière chose avant de repartir, là, de parvenir avant un bon petit moment. J'ai quelque chose quand même à te donner. Et il lui glisse un truc dans la main qu'on n'a pas vu. Voilà, il lui a glissé vraiment quelque chose dans la main, un cadeau, on va dire. Et en lui disant ça, il lui dit ne me brise plus jamais le cœur. Voilà. Et t'as pas besoin d'ouvrir ta main, tu sauras de quoi il s'agit. Voilà. Donc on se dit, bon, ben, c'est quelque chose qui a au toucher, la matière, la forme, c'est quelque chose qui doit évoquer quelque chose tout de suite à Cody sans avoir besoin de le voir, quoi. Ça donne des indications. Il y a eu quand même des théories là-dessus hein, qu'on fleurit sur le net. J'ai vu l'histoire de l'allumette, parce qu'effectivement, avant Mania, le bus de Cody avait brûlé, donc on a voulu rajouter un peu de kayfabe en se disant ah, et si on apprenait que c'était de la faute du Rock, c'est lui qui avait brûlé le bus. Du coup, il lui met une allumette dans la main, histoire de lui faire comprendre que c'est lui qui a cramé son bus. Bon, c'était une théorie, moi j'y crois pas. J'y crois pas. Je partirais plus sur la théorie que j'ai vue au sujet de la montre. La fameuse Rolex, la montre, la Rolex exactement, puisque dans la conférence de presse post-Mania de la nuit 2, il a montré son poignet, Cody, il a montré sa montre, une montre en or. Il a révélé que Triple H et Nick Khan et Bruce Pritchard même avaient offert à Cody une réplique, c'était pas la vraie, mais une réplique, le même modèle de Rolex que celle que portait son père Dusty Rhodes, et une montre particulière puisque c'était une montre qu'il avait mise sur gage, qu'il avait refilée et qu'il avait mise sur gage à l'époque pour permettre à Cody et même à sa sœur, donc à ses deux enfants, de passer des cours de comédie. Voilà. Donc c'est quand même tout un symbole. C'était une idée, voilà, notamment de Nick Khan, Bruce Pritchard, voilà, donc Triple H qui ont remis cette réplique de Rolex, et c'est ce qu'il expliquait donc en conférence de presse après Mania. Et l'idée, ce serait qu'apparemment, ça reste une hypothèse, ce qu'a remis le Rock, si j'ai bien compris en tout cas, ce serait à nouveau une montre, mais cette fois-ci la vraie. C'est ça, je vois la différence. C'est ça la différence, c'est que ce n'est pas la réplique, ce n'est pas un modèle similaire, on va dire, une réplique, c'est le vrai modèle, le vrai montre que portait Dusty. Alors, comment il a réussi à l'avoir, ça c'est une autre question, mais en tout cas, il aurait peut-être donné à Cody la vraie montre que celle que portait son père, et donc en lui disant ne me brise plus jamais le cœur. Une façon donc quand même de lui offrir quelque chose en le félicitant quand même d'avoir pris le titre hein, à l'époque. Maintenant, oui, ne me brise plus jamais le cœur. Ben, justement, alors là, j'ai pas d'idée vraiment très claire là-dessus, mais il se pourrait possiblement que Cody commette une erreur dans son parcours, dans les mois à venir, qui va provoquer le retour du Rock et qui va lui donner envie de revenir emmerder Cody, justement, et de lui prendre son titre. Voilà. Et donc, oui, oui, comme je le disais, il n'a pas forcément besoin de gagner le Rumble pour ça. Mais on verra comment ils vont raconter ça. Même si, mine de rien, si on regarde, alors ça n'a pas encore beaucoup de sens hein, avec autant d'avance, mais les cotes pour l'instant elles vont du côté du Rock et même de Charlotte Flair d'ailleurs. Les deux dont j'ai parlé, les deux font partie des favoris, des gens les plus placés, les mieux placés pour gagner le Rumble hein, à l'heure actuelle. Ça va beaucoup évoluer bien entendu hein, dans les semaines à venir, mais le Rock, en tout cas, ce n'est pas un choix déconnant. Il y a même John Cena qui est dedans, hein, mais ce ne sont pas des choix déconnants en 2025 au vu du contexte. Le Rock pourrait tout à fait gagner le Rumble. Ce ne serait pas un choix que j'adorerais, évidemment, mais tout dépendra de ce qui se sera dit, de ce qui aura été fait. Il faudra donc quand même bien suivre ce que dira Cody, notamment dans ses futures promos, de ses agissements. On l'a vu. Peut-être que justement, ce que j'avais dit, en faisant la review de Saturday Night Main Event, le fait qu'il fasse le crossroads sur la chaise, bon... Ah, quand même. Est-ce que c'est pas ça qui va peut-être à un moment donné... ne pas plaire au Rock, on ne sait-on jamais, par rapport à ce qui est censé incarner un champion du peuple, etc.
et qui serait pas quelqu'un de fiable finalement. Cody, enfin bref, il y aurait peut-être pas mal d'arguments à dire du côté du Rock. Il y aura des choses, en tout cas, il peut vite revenir et se dire bon là t'as merdé en fait. Il est temps que j'intervienne, que le final boss vienne régler l'affaire lui-même quoi. Parce que je pense que ça va s'affronter entre les deux à un moment donné, on a tellement teasé les choses. Il y a ce truc, ce cadeau caché qu'il lui a mis dans la main, c'est pas pour ne rien en faire. Il y a évidemment, j'avais la tentation du Rock Reigns. Le Rock Reigns, je le mets plus tard, moi je le verrai plus pour SummerSlam. Faut aussi préciser car il y a beaucoup de rumeurs ou de news plus ou moins fiables qui disent que le Rock ne sera pas disponible pour Mania. Mais je me méfie énormément de ça parce que le Rock c'est le Rock. Il peut nous troller comme il veut et intervenir voilà, comme Bad Blood. Bad Blood, franchement, moi je pensais pas le voir comme ça. Et surtout dans un show secondaire. Et là, pas le voir à Mania, ouais, moi je suis très très loin de mettre ma main coupée là-dessus. Hein. Donc voilà, le Rock pour Mania, voilà, s'il a envie de venir, il viendra. Hein. Et on verra dans quelles circonstances, etc. Il y aura du build-up, ça c'est sûr. Il a commencé le build-up, hein, même dès cette année, hein, des Mania, hein, finalement. Hein. Le segment assez violent qu'on a vu à Raw, où il a traversé comme ça, il l'a tabassé, il pleuvait contre son propre. Tu prends le devant le car là, où il était par terre, il l'a fouetté avec la ceinture de Cody, etc. Il y avait déjà du build-up. Le Rock qui a fait le pin sur Cody la nuit 1. Voilà, et donc du coup, on plante des graines, et il reviendra plus tard. Il va revenir. Il va revenir confronter Cody, on sait pas quand, mais il va le faire, on s'en doute. Est-ce qu'il sera content? Pas sûr. Est-ce qu'il justement, on va encore lui briser le cœur une deuxième fois, comme il le dit à Cody? Possiblement. Voilà. Donc, voilà pourquoi ce main event pourrait avoir lieu. Ça reste aussi une belle affiche pour Mania. Pas forcément du grand catch, mais un match ultra old school aussi. Ça rappellera vraiment des gros matchs qu'on a pu avoir dans le passé, sous Vince, quoi. Une affiche maniaesque. Hyper bankable aussi. Star Power x 1000. Voilà. On aura aussi notre Rock Reigns à un moment donné. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord passer par ce Cody Rock. Voilà. À mon sens, quand même, il faut que Cody conserve. Faut pas que le Rock prenne le titre. Hein. Là, ça m'énerverait pas mal quand même. Reigns pourrait aussi intervenir dans l'histoire. Bref, c'est pas le moment de faire les pronostics là-dessus. On n'a pas encore tous les contextes qu'on aura à ce moment-là d'ici 2-3 mois. Mais je pense qu'on peut avoir un gros build-up, ça c'est sûr. Voilà, donc en fait, j'en ai terminé. Ça y est, j'en ai terminé avec cette énorme carte de Mania. Hein. Désolé, j'ai fait un peu long, mais c'est pas un morceau catch normal. Hein. Le sujet principal, il prend plus de temps, forcément. Il y a 14 matchs à évoquer. Et je vais conclure ce morceau catch, le dernier de l'année, par justement le dernier top 5 du mois écoulé. Donc les matchs que j'ai préférés sur la période qui va du 24 novembre au 22 décembre. Donc un bon mois complet avec des matchs quand même aussi qui m'ont bien plu. Comme je le disais tout à l'heure, c'était pas forcément le meilleur top 5, mais le meilleur top 5 de l'année, on va dire. Mais il y a quand même des matchs qui étaient intéressants. On va commencer donc tout de suite par le numéro 5, à savoir Giulia contre Sol Ruka, contre Stephanie Vaquer, contre Wayne Sinclair et Zarya. C'était lors du show NXT Deadline 2024, le 7 décembre. 4 étoiles écart pour la note. Donc la gagnante de ce match à stipulation est une tradition, c'est devenu une tradition annuelle. Hein, et la gagnante se verra mériter donc un title shot pour le titre de Roxanne Perez à New Year's Evil le 7 janvier prochain. Un sacré plateau donc proposé pour ce match avec plein de styles différents, ce qui permettait d'avoir un match haut en couleur. Et en effet, ce fut le cas avec un match vraiment hyper agréable à suivre et à couper le souffle dans les derniers instants du match. Un sacré mélange des genres entre la virtuosité de Giulia et Stephanie Vaquer, la force de Zarya, l'agilité de Sol Ruka qui aura régné sur les airs, et l'opportuniste Wayne Sinclair, portrayé comme l'underdog ultime et qui aura eu ici largement l'occasion de briller,
accumulant cependant pas mal de passages à la casse-prison, comme le veut la CIPU, mais qui aurait aussi montré des petits moments comédie à la Chelsea Green, loin d'être déplaisants, et qui la rendent touchante d'une certaine façon, sans oublier bien évidemment une bonne dose de storytelling entre les amis ennemis Julia et Vaquer, l'affiche de rêve que la VVE nous raconte depuis que les deux sont arrivés à NXT et qui forcément va arriver en 2025, et ce probablement autour du titre suprême. Match en tout cas spectaculaire, rythmé et à suspense, jusqu'à l'ultime seconde. Chacune aura pu briller dans son style qui lui est propre. Un très solide main event de Deadline, donc qui lui vaut la note méritée de 4 étoiles et quart. On va passer maintenant au numéro 4 de ce classement. Il s'agit de A.R. Fox contre Blake Christian, contre Brian Cage, contre Commander, contre Mark Davis, contre Willie Mack. C'était lors du show ROH Final Battle 2024, le 20 décembre, donc c'était juste vendredi. 4 étoiles et quart pour la note. C'était un match qui comptait pour le ROH World Television Championship détenu par Brian Cage depuis le 12 octobre. On était dans un match Survival of the Fittest, à savoir un six-way élimination comme on en a souvent vu du côté de l'ROH. Pas de build-up pour ce match malheureusement, mais le plateau proposé plutôt de qualité avec notamment 3 anciens catcheurs dans la Lucha Underground représentés. J'avoue que ça m'a fait plutôt plaisir. Un plateau multi-style qui promettait de la bonne action et en effet on a été servi de ce côté-là. Pas mal de prises de risque et de voltige furent proposées par A.R. Fox, par Blake Christian et Commander. J'ai été hyper surpris quand même par une certaine élimination à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Le public a forcément beaucoup réagi, a été très sonore lors du duel final. En effet, on aura eu droit à une belle petite passe d'armes pour conclure ce match en beauté. Les serpentins pleuvent et l'émotion est là, de la belle action, du suspense, de la surprise et de l'émotion. Donc voilà, en gros, le cocktail offert par ce match de très bonne facture, de loin le meilleur match de cette édition de Final Battle, pour ne pas dire le seul match même à recommander. Et puis tout cela dans ce superbe écrin de la Hammerstein Ballroom de New York, un lieu historique en matière de catch, forcément, rien que pour ça, cela méritait le coup d'œil. 4 étoiles et quart donc pour ce très bon six-way. On va passer maintenant au numéro 3 de ce classement. Il s'agit de Will Ospreay contre Darby Allin. C'était lors du show de AEW Dynamite Holiday Bash 2024, le 18 décembre, donc mercredi de cette semaine. 4 étoiles et quart. C'était le dernier top 5, donc dernier top 5 de l'année. Et donc bien évidemment, encore Will Ospreay, un grand habitué de mes top 5. Et c'est tout sauf un hasard. Match de poule comptant pour le tournoi Continental Classic qui bat toujours son plein actuellement pour encore une semaine. Un casse-cou face à un high flyer, ça ne pouvait que faire des étincelles. Et en effet, Darby Allin prend déjà du plaisir à se péter les vertèbres suite à l'esquive d'Ospreay. Son coffin drop atterrissant alors directement contre l'éperon du ring. Ça va permettre ensuite à Ospreay de travailler un peu les lombaires de son adversaire. La séquence la plus folle du match interviendra plus tard lorsqu'Ospreay contrera le code red d'Allin. Qu'Allin retombera sur ses pieds, mais se prendra un énorme coup d'avant-bras d'Ospreay. Qu'Ospreay tentera ensuite son Stormbreaker, mais qu'Allin le contrera lui finalement de façon prodigieuse avec son code red qui va réussir finalement pour un joli nearfall frisson d'Ospreay. La séquence est démentielle, à voir, vraiment absolument. Ça fait passer le match alors à un niveau supérieur. Les deux hommes sont alors au sol et le public n'a qu'une seule chose à faire à ce moment-là, c'est d'applaudir le spectacle offert. Allin montre alors beaucoup de cœur comme à chaque fois et tente de surprendre Ospreay à plusieurs reprises, mais Ospreay se dégage tout de même. Autre moment fort du match lorsqu'Ospreay portera un énorme Styles Clash depuis l'éperon du ring et directement vers le tapis à l'extérieur du ring. Le corps humain n'a pas été conçu pour subir un tel traitement, comme le dirait Christophe Adjus. Eh bien, cet adage convient parfaitement à Darby Allin. Malgré ça, Allin remonte dans le ring, in extremis, mais se dégage tout de même de Lost Cutter. D'où puisse-t-il une telle énergie? On peut se poser la question. La séquence finale, je vous laisse la découvrir si vous voulez voir ce match. En tout cas, sacré match, l'un des tout meilleurs de cette édition du Continental Classic. C'était la première fois que je voyais ces deux-là s'affronter et je n'ai pas été déçu. 15 minutes de pure action et un vrai kiff pris du début à la fin. 4 étoiles et quart donc pour ce match de weekly de niveau pay-per-view. Et oui. On va passer maintenant au numéro 2 de ce classement. Il s'agit de Nanae Takahashi contre Sari. C'était lors du show Marigold Winter Wonderful Fight, jour 6. C'était le 13 décembre. 4 étoiles et demie pour la note. Match comptant pour le Marigold World Championship, dont Sari est toujours la championne inaugurale depuis mi-juillet. Sari affrontait là un gros morceau, la personne de Nanae Takahashi, légende du Joshi, qu'on ne présente plus, et cofondatrice de la Stardom en 2010, avec Rossy Ogawa et Fuka Kakimoto. Match qui commence avec pas mal de soumissions au sol, avec un beau travail d'ensemble à la jambe de la part de Takahashi.
Le match va s'endurcir avec Sari qui va aller chercher 2 chaises pour les disposer sur le ring afin de proposer à son adversaire un concours de baffes du plus bel effet. Les manchettes et les baffes pleuvent. Le match est très rude, les souplexes sont sauvages, mais la championne est vaillante, tentant elle de soumettre son adversaire avec un sleeper hold. Nanae reviendra à la charge avec une longue prise en 4 qui va forcément beaucoup affaiblir la jambe de la championne, même si on pourra lui reprocher ses absences de selling dans la seconde partie du match. Le public crie beaucoup, le drama progresse, les near falls sont efficaces et le match devient tout fou. Le match s'arrêtera à l'issue d'une dure lutte de 21 minutes, de très belle facture. Nouveau banger signé Sari, qui est considéré pour beaucoup comme la catcheuse de l'année, tout simplement. Et très honnêtement, c'est aussi mon avis, voilà, je peux le dire. 4 étoiles et demie pour cet excellent main event offert par Marigold, l'un des tout derniers bangers de l'année, qui vaut forcément le coup d'être vu. Et on termine, oui, ça y est, un peu d'émotion. C'est le tout dernier match dont je vais parler dans ce top 5 en 2024. C'est le numéro 1. Il s'agit de Mystico contre Hechicero. C'était lors du show de la CMLL Super Viernes le 29 novembre. 4 étoiles et demie pour la note. C'était la finale du tournoi La Leyenda Azul 2024. Comme toujours dans une arena à Mexico chauffée à blanc. Une superbe opposition de style entre le voltigeur Mystico qu'on ne présente plus et Hechicero, le technicien qui s'est vraiment révélé cette année. Hechicero va la jouer rudo dans ce match, roublard, y jouant les contres avec beaucoup d'efficacité, tentant aussi d'affaiblir son spectaculaire adversaire avec des prises de soumission toujours aussi redoutables et en tentant de lui arracher son masque. Une finale épique, vraiment, de 27 minutes très indécise, avec un drama qui s'installe au fil des minutes. La fatigue se fait sentir vers la fin du match et ça participe aussi de ce drama. Match sans chichi, mano à mano, d'une grande intensité, d'une qualité catchesque remarquable. Un vrai bon match de lucha qu'il faut avoir vu cette année. A noter que le trophée, d'ailleurs, et la ceinture spéciale promise au vainqueur ont été remis par la légende El Fantasma. Et oui, nul autre que le papa de Santos Escobar. Et oui, 4 étoiles et demie pour cette magnifique pépite mexicaine. Et oui, voilà, c'est terminé. C'était mon dernier morceau catch de l'année. Et possiblement, même sûrement, je pense, la dernière vidéo de 2024. Et oui, un peu d'émotion quand même. Ça y est, j'ai été content de boucler cette nouvelle année avec vous. J'espère que ce numéro de morceau catch vous plaira. Alors, il est un peu plus long que d'habitude. Désolé, mais oui, la carte de Mania, elle prend de la place, elle prend du temps. Il faut un peu le temps de parler de tout ça, forcément. J'espère que si vous êtes en vacances, vous allez prendre le temps d'écouter cette vidéo au plus grand nombre et surtout en entier. N'hésitez pas à liker, surtout, c'est important pour moi de liker la vidéo et de commenter. Si vous avez des idées, un peu de fantaisie, voilà, sur la carte de Mania 41, voilà, je pense que vous avez des idées, un peu comme tous les fans, vous avez forcément des idées. Donc proposez vos idées. Voilà, essayez de faire des choses un peu cohérentes par rapport à ce que vous voyez. Et il y a forcément plein d'autres idées. Moi, je ne donne qu'une idée parmi tant d'autres. Il y en a tellement d'idées possibles. Les cartes, c'est jamais facile à faire. Mais c'est ça aussi, c'est toujours fun d'en faire. Moi, je vous invite à le faire, même chaque année. C'est toujours un kiff. C'est même drôle, c'est amusant. On fait, on défait. Et on retrouve des associations, puis on se dit, et si on tentait ça, tiens, oui, il y a des relations, il y a des liens, oui, ça peut faire sens, effectivement, voilà. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, le puzzle se constitue, quoi. Voilà, en tout cas, merci pour votre fidélité et votre écoute. Portez-vous bien, et puis bien entendu, de très joyeuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et je vous dirai, je vous souhaiterai ce qu'il faut souhaiter lorsque ça arrivera, bien entendu, il ne faut pas porter malheur, parce qu'a priori, ma prochaine vidéo, ça va être difficile de la faire avant 2025. Je ferai, comme je l'indique sur mon visuel, un bilan en VVE, voilà, j'aime bien faire ça aussi chaque année. J'essaierai de ne pas faire aussi long que les fois d'avant. J'envisage même de faire des tops un peu plus courts, faire moins de blabla, un peu de ramasser un peu les choses, pour pas faire trop long. En tout cas, voilà, il y a un bilan qui arrivera. J'essaie de le faire, je dirais début janvier. Voilà, ça serait le meilleur moment. Faut pas non plus que ça traîne de trop.
Voilà, mais et puis il faut que je rassemble mes idées. Pour faire la vidéo, il faut quand même un peu de temps. Et puis là, j'ai besoin de repos. Là, je suis en vacances, mais justement, j'ai vraiment besoin de repos. C'est que la fin d'année a été très difficile en termes de travail. Et là, je suis vraiment vanné. Voilà. En tout cas, merci de votre fidélité et de votre écoute. Portez-vous bien. Joyeuses fêtes à tous. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch. Et comme dirait quelqu'un qu'on va pas tarder à voir, cero miedo. Ciao à tous.